pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière inconsciente. Et quand on les conscientise pas, les choses inconscientes nous dominent. Je dis qu'un débutant pourrait réussir, mais vraiment, c'est pas évident de le démarrer. Parce qu'en fait, on se retrouve en situation réelle où notre cerveau, il bug. C'est vraiment une technique clé qui permet de vendre facilement. La manière dont tu te présentes au monde et comment le monde te perçoit te définit dans la vie. Donc si t'es bien habillé, t'es propre, t'es confiant, il y a quelque chose qui fonctionne pour toi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore de répondre présent à ce nouvel épisode de Inside Pro, les voix du business pays. Pour rappel, le podcast que j'ai créé, en fait, j'invite des entrepreneurs locaux qui ont eu un impact sur l'économie locale de l'île de la Réunion. Et je les invite pour découvrir leur métier, pour découvrir qui ils sont en tant qu'entrepreneurs et pour découvrir un peu le projet. Pourquoi ? Parce que l'avenir de la Réunion est quand même un sujet important et d'essayer de comprendre comment cela va évoluer est tout autant plus important. Bon, tu vois, je ne sais pas trop parler et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, mon invité du jour est dans l'éloquence. Alors, je préviens tout de suite, malheureusement, mon invité, on n'a pas pu décaler les dates forcément, a une sortie d'angine, donc il aura un peu du mal à parler. Donc, on va essayer d'être indulgent avec lui, mais on va de toute façon aborder des sujets très importants. Tu vas pouvoir te faire comprendre, c'est le principal. Donc, du coup, je l'introduis rapidement avant que lui s'introduise lui-même. Mais du coup, j'ai invité Guillaume Savini, indépendant sur l'île de la Réunion, qui est donc du coup dans la performance commerciale pour les chefs d'entreprise de l'île et ailleurs sûrement. Il est aussi donc, comme je vous l'ai dit, dans l'éloquence, donc la manière de parler, la prise de parole en public, etc. C'est un sujet qui est peu parlé, je trouve, dans le monde entrepreneurial et qui est ultra important pour nous, parce qu'il faut savoir communiquer en public quand on est indépendant, notamment avec tous les nouveaux événements qui existent sur l'île où on doit parler en public, etc. C'est pas un exercice évident. Du coup, voilà, je t'ai fait une courte introduction, je te laisse continuer. Donc là, l'idée, c'est que tu te présentes comme tu en as envie. Tu dis les mots que tu veux, les sujets que tu veux. Je te laisse le temps de te présenter à ta manière. Eh bien, déjà, moi, je suis ravi d'être accueilli par toi aujourd'hui, de bénéficier de pouvoir parler, de diffuser et de promouvoir l'information que j'ai à partager. Et effectivement, j'ai une petite angine qui fait que j'ai une voix un peu plus rock, on sait pas. Ouais. Je pense que la vie a voulu me nerfer, entre guillemets, en me disant, tiens, on va lui donner Un challenge. un petit challenge et on va voir un petit peu comment il va s'en sortir. Alors moi, du coup, c'est Guillaume Savini, j'ai 32 ans, je suis originaire de La Réunion, Saint-Pierre, la Ravine des Cabris, on y est actuellement. Et globalement, j'ai eu une carrière, on peut dire que comme ça, sur plusieurs sujets. J'ai été tatoueur, j'ai été banquier, j'ai fait de la gestion de fortune, j'ai créé Valoris et Associés en 2020, mais qui a changé de nom. Au départ, Fidef Communication. Maintenant, Valoris Associés avec Sir Pierre Malama. J'ai été directeur général de GHP Walter France sur la partie gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, je suis également ingénieur d'affaires chez EPSA, un cabinet d'expertise où on fait des choses assez particulières. Et j'interviens également pour Silence Paris en tant que formateur en prise de parole en public et coach. Très bien. Le CV est long. CV est long. Merci de t'être présenté. Et encore merci aussi de l'effort que tu fais parce que c'est pas évident de te présenter, de parler dans cet état. Dans cet état-là, donc bravo. De toute façon, n'hésite pas, tu as ta petite bouteille, Ouais, tu avec t'en plaisir. fais ce que tu veux. Moi aussi, j'avais déjà fait un épisode avec un petit peu la voix Ouais. comme ça, c'était avec Clément, un CGP. Ok. C'était pas évident. Des fois, tu m'entends faire ça en Ah fond. Mais ben, risque du écoute, c'est métier. la vie. De toute façon, on n'est pas là pour être parfait. Ça montre aussi l'authenticité de l'entrepreneur, entre guillemets, l'authenticité de mon contenu surtout. Moi, tu sais, Ok. j'essaie d'être de plus en plus dans le contenu, créateur de contenu à Ok. mon niveau, à mon échelle et à mon expertise. Et c'est vrai que moi, j'aime bien montrer l'authenticité de tout ça. Et donc, Génial. ça fait partie de tout ça. Donc, merci à ça. Donc, merci pour l'effort que tu vas fournir. On va essayer d'être assez court pour pas te mettre trop dans le dur. Du coup, comme tu l'as dit, on est à la Ouais. Ravine des Cabris. J'en profite effectivement, et vous me connaissez, je le fais à chaque fois. Je mets en avant le lieu où on est pour tourner. Donc, on est à Trapèze Studio avec Lucas qui est aux manettes et qui nous accueille avec un grand sourire tout le temps. Donc c'est très très sympa. Je vous invite vraiment, si vous aimez la qualité de la vidéo, la qualité de l'image, la qualité du son, etc., si vous aimez l'ambiance, etc., n'hésitez pas à aller contacter Trapèze Studio. Je vous mets tout en description pour que vous puissiez vous connecter à cette activité. J'en profite également pour parler du sponsoring de l'émission. Donc, c'est grâce à eux que je peux financer tout ça. Donc, c'est Digiformat, CRM tout en un pour les organismes de formation et les formateurs indépendants. Je vous laisse avec un petit spot de 30 secondes pour tout vous expliquer. Si vous êtes formateur ou organisme de formation, arrêtez de vous compliquer la vie. Digiformat, c'est la solution tout en un qui vous permet de gérer vos sessions, automatiser vos documents, suivre vos apprenants et rester du coup 100% conforme Calliope. Et tout est centralisé. Et vous avez surtout la possibilité de lancer du e-learning. Digiformat, c'est donc 5500 clients satisfaits. Et vous serez le prochain?
Vous avez toujours mon lien en description pour tester l'outil. Merci d'avoir regardé ce spot. On est revenu du coup pour la suite de l'épisode. Comme d'habitude, vous connaissez un peu le format. Première partie, on va parler de ton métier. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ce que tu nous as raconté avec Silence, Valoris Associés et le dernier, le tout récent, EPSA, qui est assez récent, je crois. Hein. Tous ces petits trucs-là, on va essayer de décortiquer tout ça. Et puis après, on fera un petit mini-jeu vite fait. Deuxième partie, on aura le côté plutôt entrepreneur. Quel entrepreneur tu es, un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as vécu et pourquoi tu es l'homme aujourd'hui qui se présente devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé. Super. Et puis troisième partie, pareil, il y aura une petite entracte entre deux. Et dernière partie sur du coup ton futur. Un peu tes futurs projets que tu as envie de divulguer, bien évidemment. Et avec grand plaisir. Parce que c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas une audience incroyable, mais Internet reste Internet. Hein. Du coup, voilà, écoute, on va aussi parler du podcast que tu co-animes aussi. Hein. C'est vrai, on en parlera peut-être en deuxième partie, ça. Ouais. Du coup, j'ai invité les trois. Hein. J'ai invité le trio de tête. J'ai invité en premier Sir Permalama, en deuxième Lookman, qui était le dernier juste avant toi. Et du coup, toi aujourd'hui, Guillaume, qui vous co-animez tous les trois un podcast sur YouTube. Donc, on en reparlera aussi. Écoute, on va revenir tout de suite sur quand même le sujet le plus important pour les gens, ton métier. Tu disais effectivement que tu avais déjà créé depuis 2020 une société, j'ai oublié le nom du début, mais aujourd'hui qui s'appelle le cabinet Valoris et Associés. Ouais. Du coup, tu t'es associé avec Cyr depuis peu, hein, je pense que c'est récent avec Cyr. Depuis décembre 2025. Voilà, donc très, très récent. Et là, je vous vois depuis janvier, effectivement, sous les... C'est pas que vous avez passé la seconde, vous êtes déjà en 6e, vous êtes déjà sur l'autoroute, sur la autobahn, là, il n'y a pas de limitation de vitesse, j'ai l'impression. Donc, vous êtes vraiment à fond, donc c'est top. On en parlera aussi de ça parce que moi aussi, entre guillemets, j'ai vécu un rythme assez effréné, mais du mal à garder le cap. Et donc, du coup, voir comment toi, tu pourrais conseiller justement pour garder un peu cette folie, cette énergie. Trop bien. Parce que toi, tu es quand même, tu le dis souvent, à 80 heures par semaine en moyenne, donc c'est quand même énorme. Hier, tu me dis que tu as bossé jusqu'à 23 heures en visio avec des clients. Donc, comment on va essayer de venir sur comment tu fais. Parfait. Parce que je pense qu'il y a du dopage en sport, mais il y a peut-être du dopage en business. Et il y en a. Il y a du légal, il y a du illégal. Voilà. Donc, du coup, écoute, la question est très simple. Qu'est-ce que fait le cabinet Valoris et Associés pour l'instant, qui, j'ai l'impression, est plutôt ton activité principale? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de positionner une activité principale, tant j'ai deux choses à faire. L'historique là-dedans, c'est qu'en 2020, je suis passé cadre à la Caisse d'Épargne. Et je deviens en fait... alors c'est un nom particulier dans l'entreprise, mais en gros, c'est la gestion de fortune. Genre des gens qui ont entre 250 000 euros et 10 millions. Et du coup, projeté à peu près 25 ans, avec ce type de clients, grands chefs d'entreprise, qui ont du patrimoine, qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, qui ont du pouvoir, je me dis, OK, comment je vais faire pour être pertinent auprès d'eux? Et je commence à réfléchir, et je commence à me dire, OK, il faut que je me forme sur l'éloquence, sur l'art de convaincre et sur des techniques psychologiques. Et je me suis dit, OK, quel va être le meilleur moyen de me former? Et bien, bizarrement, je me suis dit, tiens, je vais créer une entreprise qui va s'appeler Fidev Communication, où je vais former des gens sur ce domaine. Et je me suis dit qu'en formant d'autres personnes, ça va m'aider d'une certaine manière à me former moi également. Pourquoi? Puisque si demain, imaginons, tu commences à lire un livre et tu n'appliques pas ce qui est indiqué dedans, ça reste flou. Du coup, je me suis dit, en formant des personnes, je vais me forcer à apprendre des choses et devoir les transmettre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à louer des salles, pas très chères, et à prendre entre 2, 5, après 10 personnes pour les former sur la prise de parole en public et l'art de convaincre. C'est comme ça qu'en fait la société s'est créée. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant des personnes, moi je dis l'art de convaincre de manière globale parce que ça correspond à l'éloquence, la prise de parole en public, la communication interpersonnelle et l'assertivité. Et j'ai rencontré Sir Permalama qui, lui, est plutôt dans la stratégie, dans la performance organisationnelle. Et il me disait que, de son côté, ce qui lui manquait, c'était que ses clients ne vendaient pas. C'est-à-dire qu'il créait un écosystème, etc., mais il manquait ce truc-là. Il dit, attends, c'est hyper intéressant. Et moi, c'est l'inverse. C'est moi, j'aide les gens à vendre, mais tous leurs trucs RH, administratifs, financiers, m'en fiche un peu, quoi. Attends, si on fusionne ces deux mondes, on aura un produit qui sera finalement plus complet. Et c'est de par là où Valoris et Associés aujourd'hui est mis en avant, puisqu'il permet d'avoir un service complet pour les chefs d'entreprise, TPE, PME, de 50 000 euros de chiffre d'affaires à 2 millions, qu'on peut accompagner sur la performance d'entreprise. Très bien. Oui, parce que ça, je l'ai ressenti. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'ai attendu un petit peu le moment, mais effectivement, je suis déjà moi-même client
dans votre cabinet, donc avec toi et Cyr. Ça fait à peu près 1 mois et demi, bientôt 2 mois qu'on a commencé. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un peu attendu de t'inviter pour justement avoir un peu ce recul-là aussi pendant l'émission. Donc du coup, effectivement, ça, je le ressens beaucoup. Déjà, cette dissociation d'expertise entre vous deux. On sait qui aller voir, qui pas aller voir, etc. Et on sait comment on peut... Voilà, si on a une telle ou telle problématique, on sait que c'est avec toi ou avec Cyr qu'il faut aller voir. Et c'est vrai que vous complétez très très bien. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que vous avez une manière de fonctionner, vous êtes très fusion au début. Donc on vous voit tous les deux. Et après, vraiment, chacun fait son accompagnement. Mais toujours avec un groupe privé ensemble pour que chacun puisse avoir les mêmes degrés d'information. Donc intéressant. Et puis vous êtes surtout très réactif, très disponible, etc. Donc ça, c'est vraiment un atout aussi du cabinet. Et effectivement, toi, tu passes effectivement toujours par une phase d'audit au début, qui est intéressante. Alors du coup, elle est plutôt courte ou plutôt longue en fonction de ton client. Mais du coup, toi, comment tu t'organises justement avec... ça se passe comment exactement, toi, ton audit? Comment tu t'organises? Alors en fait, l'idée, c'est de comprendre déjà l'écosystème du client. C'est-à-dire comment aujourd'hui faire rentrer de l'argent. C'est quoi son produit clé, moi ce que j'appelle souvent le MVP, pour Minimum Viable Product. Donc savoir avec quoi il a bâti son business et voir aujourd'hui quels sont les pipelines, donc entre le marché et son produit qui sont branchés. Parfois, il y a des branchements que même le client ne sait pas. Il y a des entreprises qui ont fonctionné par un état de fait. Je sais pas, une reprise, une création. Et donc, ça, on aide plusieurs niveaux à conscientiser de comment l'argent rentre, à identifier qu'est-ce qui n'est pas encore mis en place et identifier qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui peut être amélioré. Et de par là, on va venir faire créer une optimisation et aider le client à avoir les pipelines les plus performantes. Je parle beaucoup de conscientisation et je pense que j'en parlerai encore beaucoup, puisque je pense que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait de manière inconsciente. Et quand on ne les conscientise pas, les choses inconscientes nous dominent. Que ce soit dans le marché, que ce soit dans le développement personnel ou encore dans autre chose. Donc le fait de conscientiser certaines choses permet de mieux agir sur elles. Moi, je suis d'accord avec toi. Le fait de verbaliser aussi les choses. Exactement. D'ailleurs, j'avais une question qui était un peu basée là-dessus, qui venait plus tard, mais c'est pas grave, je vais la poser tout de suite, vu que c'est un peu, c'est bien, la transition est plutôt bien faite. Justement, le fait de conscientiser, verbaliser, j'avais une question pour toi sur le rapport à l'argent. Parce que toi, du coup, tu manipules, tu manipulais beaucoup d'argent avant, via ton expérience en banque. Comme tu disais, tu étais gestionnaire de grands comptes, gestionnaire de fortune, etc. Aujourd'hui, du coup, tu manipules quand même, tu continues à manipuler plus ou moins de l'argent parce que du coup, tu as un impact direct avec le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et aussi au niveau de ses dépenses, parce que qui dit gestion d'entreprise dit aussi gestion des charges, gestion de tout ça. Et même si c'est plutôt Cyr aussi qui peut gérer cette partie-là. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, toi, ton rapport à l'argent, il est comment? Est-ce qu'il faut le conscientiser aussi? Parce que toi, dès les premiers rendez-vous qu'on a eu dès les premiers rendez-vous que tu as avec moi, tout de suite, c'était c'est quoi ton objectif financier? C'est quoi les objectifs qu'on se pose directement en termes de chiffres? En fait, l'idée, elle est assez simple. Je pense que les gens se mentent, de manière générale. Moi, je veux entreprendre pour la liberté. Moi, je veux entreprendre parce que je veux plus de temps. Moi, j'ai envie d'entreprendre parce que j'ai besoin de trouver du sens à ma vie. Menteur. Non, vous avez besoin de plus d'argent. Et plus d'argent va vous permettre d'acheter votre liberté, d'acheter votre bonheur, d'acheter ce dont vous avez besoin pour être aligné dans votre vie. Et souvent, le fait de ne pas mettre l'objectif au bon endroit ne permet pas de l'atteindre. Si tu dis que moi, j'ai envie d'être plus libre dans ma vie, bah, la vie va te présenter des opportunités pour être plus libre. Mais il ne va pas te présenter plus d'argent. Par contre, si tu donnes pour objectif, moi je veux gagner 10, 12, 15 000 ce mois-ci, c'est très précis. Et tu vas aider en fait ton inconscient à aller vers ce chemin de l'argent. Et en l'atteignant, l'argent, ça va te permettre d'avoir ton objectif secondaire. Donc l'idée, c'est que je pense qu'on doit arrêter de se mentir, aller vers la ressource qui nous permet d'acheter ce dont on a besoin vraiment, liberté, alignement, clarté d'esprit, apaisement, ce que vous voulez, mais ça passe par l'argent. Et la première chose qu'on voit avec un entrepreneur, c'est que si son objectif, c'est pas l'argent, il est en train de se tromper quelque part. Si la personne me dit non, mais moi, c'est vraiment la RSE, c'est vraiment d'avoir un impact positif. Non, tu peux pas développer de la RSE, tu peux pas avoir un impact positif si tu gagnes pas d'argent. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas pas aider les clients, tu vas pas pouvoir les aider longtemps, tu vas pas pouvoir t'aider toi-même parce que tu vas pas pouvoir te payer convenablement. Et donc, tu vas arrêter ton activité et recommencer à faire quelque chose qui ne te plaisait pas initialement. Donc voilà, mon rapport pour moi, ça doit être vraiment, d'une certaine manière, un objectif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, pourquoi je veux gagner de l'argent? C'est pour pouvoir voyager. Et bien voyager. Enfin, moi, j'ai une qualité, des envies de voyage, c'est hôtel 5 étoiles, c'est le plaisir. C'est se faire plaisir, c'est prendre la voiture pendant longtemps. Et c'est vrai que la location de bagnole, ça touche tout de suite des milliers d'euros quand
quand tu voyages longtemps. Donc forcément, en fait, moi, l'argent, moi, il va passer par là. Et bien, justement, si demain tu te dis, ok, mon objectif c'est de voyager plus, la vie va t'amener à regarder plus les agences de voyage, regarder les catalogues, regarder les prochaines destinations, mais tu ne vas pas avancer. Par contre, si tu dis, ok, l'objectif intermédiaire c'est de gagner 8 000 € par mois pendant 3 mois, et après je vais pouvoir voyager, mais là ça va te permettre d'atteindre ton vrai objectif. Bah, du coup, moi je fais un travail d'équipe. C'est-à-dire que moi, Ok. ma femme organise les vacances, Ouais. et justement dans cette optique-là, et moi Ok. je me concentre sur le financement. Ok, bon, t'as la chance d'avoir Ouais. une femme qui soit active dans ton projet. Bah, en vrai, je dis mon projet, en vrai, c'est plus le sien. Tu Ouais. sais, les fameux Ok. Instagram où c'est écrit, tu vois, le gars qui filme le gars en train de profiter, Ouais. c'est le même gars qui a dit qu'on n'a pas assez d'argent pour y aller. Bah, tu vois, D'accord. je suis ce gars-là aussi. Mais du coup, ouais, c'est l'idée. Moi, c'est vrai que j'en profite. Moi, alors, on peut en parler. Hein. Moi, à la Ouais. base, Ouais. je dis ça, mais je n'étais pas quelqu'un qui aimait forcément l'hôtel 5 étoiles, etc. Ouais. Tu vois, je vais à Ouais. Maurice, l'hôtel 3 étoiles, ça me convient très bien. Ok. Ma femme, non. Et du coup, au début, j'étais un peu gêné. Tu vois, elle m'emmenait dans des 5 étoiles, on était comme ça. Au final, après, tu prends goût, tu vois, tu kiffes un peu le truc. Et tu te dis, c'est vrai que des bonnes vacances comme ça fait du bien. Alors, Après, j'ai une anecdote. Ouais, J'ai une anecdote. Excuse-moi de te couper là-dessus, mais t'inquiète. je crois que c'était en 2015. J'ai gagné 770 €. J'étais en BTS en alternance. Et j'avais sur mon compte 800 balles. 800 €. Parce que quand t'es en alternance, tu gagnes pas beaucoup, et que tu payes un loyer, etc., tu peux pas beaucoup économiser. Donc j'ai 1000 €. Et pour moi, c'était beaucoup, hein, entre 800 et 1000 €. Et il y a une collègue qui arrêtait pas de me dire, ouais, mais Guillaume, faut que tu profites, faut que tu fasses quelque chose, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une folie. Je me suis payé en fait un hôtel avec la chambre, les suites junior à 440 €. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était la moitié de mes économies. Et j'ai testé ça. Et je connaissais rien du monde de l'hôtellerie, etc. C'était mon premier hôtel. Donc un premier 5 étoiles. Et en fait, j'ai tellement kiffé l'expérience que je me suis dit, j'aimerais bien répéter ce type d'expérience dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois, je vais payer le truc le plus haut de gamme. Je vais m'acheter une montre chère, je vais m'acheter un voyage cher, je vais prendre les hôtels un peu plus chers, etc. Et l'idée là-dedans, c'est de t'obliger à avoir une exigence envers toi-même pour pouvoir générer assez d'argent pour continuer à vivre à ce rythme de croisière. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens, ils se disent, je vais m'acheter une Mercedes à 50 000 € et je vais assumer. Ouais, bah, Attention, c'est dangereux. Hein. tu sais, c'est le sujet qu'on a eu ensemble. Tu te Ouais. souviens, à la casse coworking, je t'avais expliqué que moi, j'aime bien me mettre un peu des bâtons dans les roues, Ok. mais pour me forcer, en fait, je suis un peu comme ça. Tu vois, je t'avais expliqué, Ouais. effectivement, peut-être que parfois, je vis un peu au-dessus de mes moyens, Ouais. mais ça me permet, en fait, de me forcer à garder le cap. Après, moi, j'ai des objectifs sur 5 à 10 ans Ouais. qui font que je sais que dans 5 à 10 ans, ça sera plus un problème pour moi. J'ai plus envie que ce soit un problème pour moi. Tu vois, comme je t'ai dit, moi, je crois que je l'avais déjà expliqué dans un podcast. Le octobre dernier, octobre 2025, je suis parti en vacances avec ma femme en Afrique du Sud. J'ai débuté novembre, j'avais même pas 100 € sur le compte. Hein. Donc Ouais, mais j'étais du coup, vraiment en PLS. T'as l'énergie pour te dire, il faut que j'y aille. Et, ouais, et là, Faut que j'aille j'ai chercher ça. exactement. Et là, c'est reparti. J'ai Ouais. besoin d'être dos au mur Oui. pour me dire, c'est bon, maintenant, il faut que tu bouges. Ah bah oui, c'est l'art de la guerre. Hein. Quand Ouais. t'as plus d'autres options, t'es obligé de te focus sur ton option principale. C'est comme quand tu voyages une fois en business class, quand tu reviens en économie, bon, t'es c'est dur. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça. Tu fais Mais au moins, j'ai plus de place. Ouais. Mais Les gens ils dorment sur moi, il Ouais. y a rien qui va. Mais tu vois, c'est ça, Ouais. parce que moi, par exemple, souvent, quand je dis, tu vois, je suis sûr, quand je dis, Ouais. ouais, maintenant, je peux plus me passer de 5 étoiles, entre guillemets. Bon, les 4 étoiles, c'est Oui, très bien. oui, oui. Tu vois, en disant ça, ça fait un peu le gars. Il se ok. met un peu.com. Ouais, il se prend un peu Ouais. pour. Mais je vous jure, tester, enfin, je veux dire, tu peux pas être contre un 5 étoiles, tu vois ce que je veux dire. Et puis, c'est comme tu dis, c'est de se donner des objectifs élevés Ouais. pour que l'inconscient. Tu crantes au niveau de Ouais. voilà. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes, mais après, le but, c'est de fonctionner comme ça. Et au final, on y arrive toujours. On finit toujours par y arriver. Ouais, c'est du conditionnement. Mais il y a des moments pas évidents, on en reparlera aussi, parce que tu vois, je suis en train de vivre un moment pas évident aussi, et du coup, on en profitera aussi, on en reparlera peut-être Génial. plus en deuxième partie. Du coup, pour continuer un petit peu sur ton métier, toi, tu utilises une technique qui s'appelle le gap selling. Oui. Du coup, c'est un peu essayer de creuser un petit peu ce que c'est. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire de ça de manière gratuite? Alors, en plus, j'ai un atelier de gap selling le 26 mars auprès de l'Arc qui sera payant. Mais alors, le gap selling, déjà, c'est une technique que j'ai appris vers les années 2020-2022 pour commencer à vendre justement le service de prise de parole que je faisais à l'époque. Puisque la vente de service, c'est compliqué.
c'est impalpable. Si je te vends un iPhone, une voiture, tu la regardes et si ça te plaît, tu le prends dans ta main, tu le mécanises, donc tu l'utilises et ensuite tu l'adoptes. Un service, on peut pas le toucher, on peut pas le percevoir, on connaît pas ses limites, ses contours. Du coup, il faut vendre de l'émotion. Il faut vendre d'abord la personne qui vend le service, puis le service dans un second temps. Le gap selling, c'est finalement le fait de vendre un pont entre deux situations. Entre la situation où j'ai un problème, j'ai une douleur, cette douleur crée des impacts dans ma vie, généralement négatifs, vers cet état où j'ai atteint mon objectif. J'ai cette vision désirable où j'ai réussi et j'ai des impacts qui sont positifs. Et je vais venir créer un pont entre les deux. C'est finalement un chemin, un voyage de psychologie qu'on va vraiment réaliser. Et là-dedans, on utilise énormément de techniques de programmation neurolinguistique, de techniques de négociation qu'utilise le FBI avec des questions calibrées qui sont générées sur la persuasion, la maïeutique d'Aristote. On va utiliser des techniques de closing pur et dur sur la fin de l'exercice. On va utiliser des techniques de connexion sociale, que j'appelle moi la poignée, dès le début de l'entretien. Il y a des commerciaux qui appellent ça le short story. Et du coup, pour moi, c'est un exercice tellement complet, tellement intéressant, tellement intriguant, qui offre à la fois des taux de conversion de plus de 60%. Il faut savoir que chez Valoris, par exemple, on a des taux de conversion entre 60 et 80% quand on a l'avatar cible, ce qui est énorme. Et même un débutant, en l'utilisant de manière triviale, arrive à faire des taux de conversion entre 20 et 40%. C'est vraiment une technique clé qui permet de vendre facilement. Alors moi, j'ai tout à fait confiance en cette technique. C'est Ouais. pour ça aussi que je suis entré en tant que client chez vous et c'est pour ça que c'est ce que je recherche. Maintenant, elle est vraiment pas évidente. Tu dis qu'un débutant pourrait réussir, mais vraiment, c'est pas évident de le démarrer. Parce qu'en fait, on se retrouve dans des situations en situation réelle où notre cerveau, il bug. Bien sûr. Tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. Alors, c'est pas évident. Je pense que moi, il faudrait que je mette en place peut-être un espèce de template sur une page Ouais. avec des questions type que je pourrais répéter un peu mécaniquement, un peu bêtement au début, jusqu'à que ça rentre comme une habitude. Mais c'est vrai que c'est l'art de poser des questions. Ça, c'est vraiment dur. C'est quoi un peu que tu conseilles à tes clients? C'est quoi un peu le mécanisme que tu proposes pour avoir cet art de poser les bonnes questions? Alors, effectivement, la persuasion passe souvent par les questions. Puisque quand c'est toi qui verbalises ta pensée, l'émotion, elle est plus vraie. Je te donne un exemple. Imaginons que tu étais obèse. Je vais pas te dire, écoute Marc, j'ai constaté que tu étais obèse et je pense qu'un régime serait sain pour toi. Ce que je vais faire à la place, pour te persuader, je vais dire, écoute Marc, aujourd'hui, quand tu te regardes dans un miroir, comment tu te sens? Comment tu te trouves? Et c'est toi qui vas venir me dire, effectivement, je me sens pas forcément bien dans ma peau. Et j'ai un peu dans mon point. Je dis, ok, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu dois améliorer, soigner ou agir dessus directement? Et là, tu vas me dire oui. Tu vas me dire non. Mais tu vas me dire oui. Tandis que si moi, je t'aurais dit, ok, j'ai vu ça, il faut que tu agisses, c'est pas du tout pareil. Mhm. Et l'idée, pour moi, c'est un mélange entre de l'observation et de l'intelligence émotionnelle. Beaucoup d'écoute. Je pense qu'on n'écoute pas assez les gens. Pas écouter du sens j'ai entendu, mais dans le sens où j'ai entendu l'émotion qui résonnait derrière les mots. Par exemple, des fois, les gens te disent quelque chose d'assez basique, mais tu sens qu'il y a une émotion derrière ce mot, et c'est ça qu'il faut aller creuser. Ça, c'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai invité Oui. Romain Cuvelier, qui est donc lui, c'est un industriel. Il Ouais. travaille dans l'électromécanique, etc. Il Ok. travaille dans les centres, pas nucléaires, mais je sais plus. Bref, Ouais. dans les trucs électriques, je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus le nom, excuse-moi. Et lui, il disait pareil. Je lui posais la question parce que lui aussi était salarié, il est passé entrepreneur, et je lui demandais c'est quoi qui a changé chez toi. Ouais. Il me dit j'écoute mieux, j'écoute plus, j'écoute les gens. C'est marrant que ça lui est venu assez naturellement, comme tu vois, pour se dire maintenant que c'est moi le dirigeant maintenant. Quand j'étais salarié, bah voilà, on me donnait une consigne, je la faisais, point barre. J'allais chez un client, je faisais mon truc et je Ouais. partais. Là, il me dit maintenant je suis dirigeant, j'ai une image à gérer, j'ai une image de marque à construire, j'ai une réputation à construire. Je me dois maintenant d'écouter les gens. Et donc c'est marrant, en fait, naturellement, je pense qu'un bon entrepreneur, en tout cas, il va aller vers ça, naturellement vers l'écoute. Donc je pense que c'est pas le plus dur l'écoute, c'est vraiment le plus dur, c'est de se dire, c'est de pas aller trop vite déjà. Je pense que ça c'est vraiment un défaut que moi, par exemple, là je transparais un peu, je te donne un peu ce que moi je ressens. Je fais une globalité chez d'autres personnes, mais tu vois moi par exemple, je vais aller trop vite
Parce que toi, tu dis que le gap selling, des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Et ce que tu dis, hyper intéressant, d'ailleurs, on l'enseigne chez Silence notamment, dans la prise de parole en public. On a 2 systèmes. On a l'amygdale. L'amygdale, c'est ce qui est dans le cerveau, c'est ce qui gère les émotions de la colère, de la peur, tout ce qui est très irrationnel finalement. Et quand elle s'active, ça influe directement sur le système nerveux. Et on a soit le système sympathique ou soit le système parasympathique qui s'active. Le système sympathique, c'est l'adrénaline, le fait d'avoir de la force, de fuir ou de combattre, et d'y aller, ok, d'avoir la pulsion. Et le système parasympathique, c'est la lenteur, c'est le sommeil, c'est comment dire, l'état que tu dois être quand tu as du sexe, par exemple. Donc c'est cet état un petit peu de paix intérieure. Et en prise de parole, quand tu parles lentement, tu stimules ton système nerveux parasympathique. En parlant lentement, on est plus en confiance. On a une acuité psychologique et mentale beaucoup plus incisif. Et si on regarde bien, tous les orateurs charismatiques parlent lentement. Ouais. Regardez Sarkozy, regardez Obama. Ils parlent avec beaucoup de silence, beaucoup d'amplitude. C'est des orateurs lyriques. Et finalement, l'orateur qui parle vite, c'est le présentateur sportif. C'est tout. Ouais. Voilà. Et nous, avec le stress, qu'est-ce qu'on fait? On parle plus vite. Bah, c'est ça. Et en parlant plus vite, on stimule son système sympathique et on devient stressé. Ok. C'est marrant, hein? Ouais. Le fait de parler vite nous stresse. Mm. C'est pas parce qu'on stresse qu'on parle vite. En fait, c'est on stresse donc on parle vite et en parlant vite, on stresse encore plus. Finalement, c'est on stresse, on parle lentement et on est moins stressé. Tout simplement. Donc la lenteur, il y a beaucoup de vertus à l'intérieur. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Et c'est vrai que des fois, je peux me laisser embarquer dans Ouais. des vidéos YouTube parce que le mec parle tellement bien. Effectivement, il y a cette lenteur, il y a le poids des mots, tu vois. C'est intéressant. Et ça, c'est super agréable à écouter. Mais ça se voit, déjà, ne serait-ce que nos premiers échanges. Tu vois que moi, j'essaie de débiter les trucs et tout. En Ouais. plus, ça me fait bucker parce que forcément, au bout d'un moment, ma parole part plus vite que ma pensée. Ouais. Donc, du coup, je fais des moments de pause avec des tout le temps. Alors que toi, c'est vrai que tu arrives à appuyer sur des mots. Donc, c'est super intéressant de t'écouter, de comprendre un peu comment tu fonctionnes à ce niveau-là. Donc, c'est très, très cool. Et Lookman est un peu comme ça aussi. Hein. Lookman parle très lentement. Il est très dans la lenteur. Il parle très lentement. Et pourtant, il donne beaucoup de détails, mais ouais, il est là-dedans. Et je lui ai posé la question d'ailleurs. Hein. Je lui ai demandé, c'est marrant, quand tu parles, tu as une manière de parler, on dirait un personnage, on dirait que tu joues un truc. Il me dit, ah non, c'est moi. C'est moi. Je pense qu'à un moment donné, on a tellement porté le masque que Ouais. le masque a remplacé notre visage. Ouais. Ouais, comme Jim Carrey. Pourquoi? Ouais, bien sûr. Ouais, pour le coup. Ok, là j'ai une question assez simple. C'est Ouais. justement, on parle de vente, de commercial, Ouais. etc. Du coup, ça veut dire que si les gens font appel à toi, comme moi j'ai fait appel à toi, c'est qu'on a envie de vendre plus. En tout cas, qu'on a envie d'être plus serein dans la vente. Est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est compliqué chez l'entrepreneur aujourd'hui Ouais. de vendre? Ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs problématiques. Les gens ne s'autorisent pas à vendre. Ils voient ça comme quelque chose de mal. Comme ah, mais je vais devoir le convaincre. Ah, je vais devoir le persuader. Ah, je vais devoir utiliser des techniques de manipulation. Mais non. Tu as un service qui aide normalement les autres et tu vas essayer de maximiser l'aide que tu peux apporter aux autres. Tu vends des pains bouchons. T'aides les gens à satisfaire leur faim, leur plaisir. Eh ben, je vais maximiser le fait de vouloir aider plus de personnes. Ça, c'est le premier élément. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais parti à Dubaï et j'entre dans un souk et il y a un vendeur qui vient vers moi et il me vend un truc. Je le prends. Et là, il veut me faire un upsell et il me présente autre chose. Et je fais you want to sell me another thing? Et il me dit yes, yes. Et je souris un petit peu en mode ah, je t'ai reconnu, hein. Yes, you know, sir, I'm a seller. It's my job. I will sell. Et en fait, j'ai bien aimé le fait que le mec, il était hyper aligné sur le fait de il vend, mais ouais, c'est son taf. Il le fait, en fait. Et je pense que les entrepreneurs ont du mal avec ça. Et de deux, moi, j'apprends pas directement les gens à vendre. J'apprends aux gens à acquérir les compétences à métaboliser pour réussir à vendre. Ça veut dire à parler mieux, à avoir un mindset qui soit beaucoup plus aligné avec le fait de bien s'exprimer, de vouloir convaincre, de comprendre l'autre, de prendre son temps, d'observer, d'écouter. Et en fait, ces compétences, elles vont mécaniquement avoir un résultat, c'est de vendre. Je te donne un autre exemple. Si je veux aider quelqu'un à maigrir, je ne vais pas lui dire maigris, maigris, maigris. Je vais lui donner toutes les étapes intermédiaires. Et c'est pareil, je ne vais pas dire à la personne il faut vendre.
Je dis à la personne, voilà tous les ingrédients que tu dois manger pour pouvoir mieux vendre in fine. Donc mieux parler, travailler son mental, travailler ses soft skills, communiquer, négocier, écouter, observer, poser les bonnes questions, comprendre l'autre. Et c'est ça va l'aider mécaniquement. Ouais. Non, c'est très complet. Ouais. Ça, c'est un accompagnement que tu maîtrises et ça, c'est vraiment cool. Donc, pareil, hein, je mets tout en description. Tu me donneras toutes les Génial. informations pour qu'on puisse vous contacter. De toute façon, entre toi et Cyr, maintenant, vous êtes grosse visibilité à La Réunion. Ouais. Maintenant, tout le monde vous connaît. Tout le monde dit c'est qui le Malbar tout le temps avec toi là Les deux Malbar avec toi. Donc, ouais, c'est très, très, très cool. Ouais. Effectivement, pour rebondir un peu sur ce sujet de l'entrepreneur, il a du mal à vendre. Ça se voit de toute façon. Les gens qui galèrent pendant 1 an, 2 ans dans l'entrepreneuriat parce qu'ils savent pas vendre. Ils disent j'arrive pas à trouver des clients, mais Ouais, non, tu sais pas vendre. exactement. Ou alors, c'est pas que tu sais pas vendre, mais en tout cas, tu t'es pas donné les moyens d'y arriver et t'as pas le mindset pour. Ouais, ils se disent Parce que personne n'achète. Ouais, tu veux pas déranger les gens. Ouais. Ou c'est comme par exemple moi quand je fais du personal branding sur les réseaux, Ouais. des choses comme ça, ils me disent tous oui, mais la notion de je dois me vendre, j'aime pas. Alors j'ai une anecdote, enfin pas une anecdote, mais quelque chose de tellement obvious que d'un coup vous allez dire ah bah oui, regardez, vous êtes en train de regarder la télé et d'un coup il y a une publicité, mais ça vous dérange? Vous êtes en train de regarder le film de Mad Max par exemple, il y a une pub de Apple. C'est quoi ce bordel? Je suis en train de regarder mon film et ils mettent une coupure publicitaire. Bah il vous dérange pour communiquer le produit. Il faut accepter aussi de déranger les gens d'une certaine manière. Parce qu'on est dérangé en permanence. Hein. Sur le téléphone, il y a de la pub, il y a de la pub. Tu fais de la pub. Bah oui. Il y en a partout. Il y en a partout. Et donc, aller dans l'aspect de dire ah, moi, j'ai pas envie de déranger, alors que c'est ce que tous les commerciaux, tous les marketeurs font en permanence. Aujourd'hui, tu vas dans une ville, par exemple, quand je marchais à Madrid, vers le centre de la ville où il y a la Grande Via, il y a un peu un endroit un petit peu comme Times Square, où tu as des panneaux qui se succèdent et il n'y a que de la pub. C'est vraiment un endroit, tu fais un 360, il y a de la pub partout. Je dis, mais attends, mais ça me dérange. T'es en ville, tu veux voir de belles choses, et là d'un coup tu vois que de la publicité. Pareil, c'est une interruption. Donc il faut oser aller déranger pour aider les gens. Après, si c'est pour un produit un peu pourri, bon. Donc, tu sais, c'est comme là, je discutais avec certaines personnes, et grosso modo, je te fais rapidement le topo, mais en gros, c'est des amis que j'avais en Belgique, et du coup, il y a un des deux qui discutait avec une meuf à La Réunion, et qui dit Marco, elle te connaît. Je dis ah bon, moi je la connais pas, machin, enfin bref, et après, je regarde un peu son profil, et je vois qu'elle fait telle ou telle petite activité, donc elle est salariée et tout, et je lui dis écoute, dans ma tête, je me suis dit écoute, le gars a un lien avec elle, la fameuse poignée entre guillemets, peut-être c'est ça. Je me dis bon, j'ai un lien direct avec cette personne, on va dire émotionnel, parce que du coup, ils sont en train de se discuter entre eux, entre deux amants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je dis au gars, Romain, tu peux juste de temps en temps placer, comme elle me connaît, essayer de voir si elle a des besoins bien particuliers ou des choses comme ça que je pourrais lui en parler, etc. Il me dit, et il y a l'autre qui réagit, qui fait, toi, de toute façon, tu penses qu'à l'argent. Je dis, bah non, moi je suis sûr que je peux lui apporter quelque chose qui pourrait l'aider. Bien sûr. En fait, c'est vrai que souvent, quand on part dans la vente, on se dit, mais la personne, elle veut que de l'argent. Alors, comme on s'est dit au début, oui, c'est effectivement le côté, la chose qui est matérialisée à ce niveau-là, c'est l'argent. Mais le but principal, vraiment, c'est vraiment d'aider les gens. En fait, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Tu vois, si moi, j'arrive pas à aider les gens, je dis, bah, me paye pas. Et les gens sont hyper mal à l'aise avec ça. Surtout, par exemple, quand un entrepreneur se lance, généralement, il se tourne vers sa famille. Quelle horreur! Ah, moi, j'ai zéro lien avec ma famille. Et moi, je peux vous dire, personne de votre famille va acheter votre produit. Ils vont se foutre de votre gueule. Parce qu'eux, ils sont gênés. Pour eux, vous venez chercher leur argent, etc. Comme tu dis, en fait, les gens sont très gênés dans le sens... En fait, les gens détestent les vendeurs, mais ils adorent acheter. Mais c'est vrai. Regarde... c'est vrai qu'on a tout le temps des dépenses. Hein, mais il suffit de regarder sa copine. Elle fait quoi? Elle va acheter des robes. Tu vois, en fait... Je la regarde, est-ce qu'elle est là? Ce que je veux dire, c'est que les gens adorent acheter. Et même moi, j'adore acheter. Tu vas dans un centre commercial, je te mets 500 € dans les mains. T'as envie de dépenser, tu vois. Mais, je sais pas pourquoi, quand t'arrives avec une démarche de vendeur, les gens détestent ça. Et c'est là que le gap selling prend toute son importance. Parce qu'on arrive sur plutôt une phase d'exploration, où on a envie d'écouter, d'inspecter, de comprendre les autres pour voir comment on peut les aider. Et c'est là où la démarche permet de sortir du lot. Oui, et puis par exemple, une fois, j'avais effectivement un prospect à aller voir, et du coup, on était en discussion tous les deux, et tu me disais, je t'avais dit, lui, le client, le prospect m'a dit que
sûrement mes services sont un peu trop chers pour lui, mais il voudrait quand même discuter avec moi. Ok. Et tu m'avais dit, bah écoute, déjà propose quelque chose qui est dans son budget. Ouais. Et en fait, c'est ça, vendre aussi. C'est pas forcément en fait, dans la tête des gens. Déjà, peut-être qu'effectivement, on est trop cher pour eux, mais peut-être qu'en réalité, peut-être pas. Donc, c'est Peut-être d'aller pas. chercher ces infos-là. Et puis, de toute façon, voilà, nous, on peut adapter notre service. T'as 200 euros par mois, bah écoute, je peux te proposer un truc autour des 200 euros par mois. Et on peut avance toujours, comme ça. bien sûr. En fait, on ne s'imagine pas à quel point l'humain il est flexible, hein. Ouais. On peut tout faire. Il suffit d'aller au Moyen-Orient, en Inde, etc. Les Indiens trouveront toujours un moyen de vous vendre un truc. Vous allez à Maurice. À C'est Maurice, vrai que ça peut être une ça bonne, peut passer une de bonne 10 000 formation. roupies Ça. à 2000 roupies. Ok, donc du coup, c'était un peu pour tout ça. Ok. J'avais une autre question, surtout Ouais. pour toi, c'est quoi aujourd'hui? Enfin, c'est quoi alors, je répète la question. C'est quoi une entreprise Ouais. performante commercialement aujourd'hui? Une entreprise performante commercialement. Alors déjà, bizarrement, ça va dépendre du dirigeant. Si le dirigeant sait vendre, tous ceux qui vont être en dessous vont savoir vendre. Parce qu'il va prendre des gens qui lui ressemblent. Quand le dirigeant ne sait pas vendre, c'est-à-dire que c'est par exemple un profil technique, il va recruter des gens sur la technique et à un moment donné, il va y avoir un problème. Et c'est ça qu'on constate beaucoup, parce qu'il y a une réplication en fait dans le recrutement. Pour moi, il faut qu'il y ait un dirigeant qui sache vendre. Même s'il ne touche pas le produit, à un moment donné, le dirigeant, quand il lance son entreprise, c'est lui qui s'occupe de l'acquisition client, donc c'est lui qui doit savoir vendre. Donc pour moi, c'est un dirigeant ou un manager qui sait vendre, et ensuite le faire retomber vers la force de vente sur les employés. Et vous le remarquez souvent, hein, si vous dites mon manager il n'est pas ouf en vente, tout l'écosystème qui est en dessous va s'effondrer à un moment donné. Donc pour moi, c'est déjà savoir vendre, et ensuite d'ouvrir tous les canaux d'acquisition, marketing, communication, publicité, réseaux sociaux, contenu, etc. Aujourd'hui, je pense que ne pas faire de contenu, c'est impossible. Mhm. Tout le monde fait du contenu. Les footballeurs, le président. On ne peut pas ne pas être connu, en fait. Mhm. Donc pour moi, ça, c'est d'abord le dirigeant, puis les managers. Justement, j'ai eu un prospect là Ouais. qui serait intéressé de travailler avec moi, mais pour un futur projet. Ok. Mais pour un des projets qu'il a actuellement, il veut juste un e-commerce. Ok. Donc je t'en ai pas forcément parlé parce que bon, bah, vendre un e-commerce, le gars il veut juste un devis, je lui vends son truc, basta. Sachant que c'est pas moi qui fais le truc technique, je suis sous-traite, etc. Mais du coup, à un moment donné, il me dit, moi, j'ai pas besoin de communication parce que je fonctionne en bouche à oreille depuis des années. J'ai une base de clients intéressant qui fait que quand j'envoie un email chaque semaine pour Ouais. mes nouveaux paniers, parce qu'ils vendent des fruits et légumes, quand je fais des nouveaux paniers, je fais des ventes toutes les semaines. Ouais. Donc pour lui, il se dit, bah, j'ai pas besoin de nouveaux clients. Alors moi, en général, ce que je réponds, J'ai pas besoin de nouveaux clients. j'ai pas besoin de communiquer, pardon. Ok, parce que J'ai je pas me dis, besoin de waouh, communiquer. waouh, ok. Il disait, j'ai pas besoin de communiquer. Mais justement, je lui disais, enfin moi, en général, ce que je dis dans ce genre de situation, c'est de dire, ok, aujourd'hui, peut-être que ta situation, elle est agréable pour toi. Ouais. Mais est-ce que tu as réfléchi à ta situation dans 2, 3, 4, 5 ans Ouais. en regardant parallèlement ce qui se passe sur Internet? Plus simple que ça. Demain, un concurrent fait exactement ce qu'il fait et se met au niveau de ce qu'il fait et communique aussi. Il aura à la fois le bouche-oreille et à la fois la communication. Un gros budget marketing. Je te donne un exemple. Coca-Cola, c'est pas la meilleure des boissons, mais tout le monde la connaît dans tout le monde entier. Parce qu'ils communiquent comme des malades mentales. Coca-Cola, en plus, ils communiquent pendant les fêtes, là où le niveau de dopamine est le plus élevé. Donc là où ton cerveau, il est ouvert à écouter des trucs sympas avec des couleurs rouges, etc. Coca-Cola, il est ancré dans notre cerveau. Ouais, c'est des milliards par an. Parce qu'ils sont tout le temps en train de communiquer. Mhm. Donc à un moment donné, tu peux pas me dire que t'as pas besoin de communiquer. Si tous tes concurrents le font, à un moment donné, il va y avoir un moment donné où tu n'auras plus de clients. Puis à La Réunion, il y a des marchés où les entreprises ne communiquent pas, donc c'est Ouais. un boulevard. Ouais, C'est en un plus. boulevard. Et même s'il y en a deux, trois qui communiquent, toi, tu auras ta manière à toi de communiquer, donc forcément, enfin, c'est toujours intéressant. Bah, les vieilles méthodes fonctionnent un temps. Et à un moment donné, c'est comme tous les petits commerces qui existaient à La Réunion bah, sont en train de fermer parce qu'il y a des franchises métropolitaines qui viennent. Donc soit à un moment donné, le petit commerçant, il ferme sa boîte et il passe en franchise pour mieux fonctionner. Par exemple, moi, à l'époque, j'ai travaillé chez Lacoste, enfin, c'est un nom en particulier, bah, ils sont franchisés au fur et à mesure. Parce qu'ils ont des standards, ils ont des meilleures qualités, etc. Et ça fait plus professionnel. Donc tu es obligé à un moment donné de t'adapter au marché. Le marché dicte finalement comment va se comporter ton entreprise. Ok. J'ai une toute dernière question pour Ouais. finir cette partie. Ouais. C'est quoi un peu ton travail caché, le travail qu'on ne voit pas, la partie cachée de l'iceberg de ton travail? Ah, il y a un truc que je fais depuis, sans déconner, 2008. C'est de la lecture, mais en même temps, je me fais de la persuasion mentale tous les jours.
tous les soirs quand je dors, tous les matins quand je me réveille, je me répète des trucs de dingue. Je me dis que je suis un soldat au service de je sais pas quoi. Il faut que je génère de l'argent. Il faut que je fasse ça. Je suis le plus confiant. J'ai une confiance en moi inébranlable. Et je me répète des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps depuis euh, presque 15 ans. En vrai, ça Ouais. peut paraître un peu bizarre, mais ça a tout son sens parce que Ouais. c'est comme quand, par exemple, tu as, un enfant Ouais. et que parce que tu n'as plus de patience, parce que tu es un peu énervé ou qu'il fait une bêtise, tu dis mais t'es bête ou quoi? Ça Ouais. arrive souvent, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est un peu comme ça. Et en fait, quand tu répètes tout le temps, bah, en fait, l'enfant se convainc lui-même que oui, bah ouais, je suis bête en fait. Carrément. Et en fait, c'est pas bon. Alors que si on lui répète tout le temps, t'es intelligent, t'es courageux, continue, tu vas y arriver, bah, il va se conditionner comme ça. Et il va arriver en tant qu'adulte plein de bonne volonté, toute confiance, et il va tout déglinguer. Ouais, bien sûr. Et puis, ton cerveau, tu vas le muscler à repérer des situations. Mm. Donc, si tu dis à chaque fois que tu es confiant, etc., bah, il va finalement repérer des situations ou va t'emmener vers des situations où ta confiance va être mise en jeu. Et si tu réussis à chaque fois, bah, c'est mis à l'épreuve, bah, tu te renforces ton état d'esprit sur le fait que, ok, bah, je suis confiant parce que j'ai réussi à faire ça. Et ça se voit dans la vie. Hein. Alors, si on fait un historique, à chaque fois, j'ai dû faire des choses de plus en plus hautes, de plus en plus difficiles pour me prouver que ce que je disais était vrai. Mais ça, Donc, je pense que c'est un truc que je ferai aussi. Je vais essayer ouais. de faire ces choses-là. Mais tu te regardes particulièrement dans un miroir ou c'est juste Non, mentalement? c'est des mots, c'est des pensées, Par exemple, quand j'étais tout petit, 6, 8 ans, je m'imaginais déjà parler devant 10 000 personnes. Ok. Je sais pas pourquoi, je me disais, là, j'ai un micro et je parle devant 10 000 personnes. Et en fait, à l'époque, je voulais devenir avocat en droit des affaires, et même faire de la politique. Et je me disais, ah, mais je me vois trop faire ça. Et depuis petit, je m'imagine en train de parler, que les gens me regardent, etc. Et donc, c'est resté, et cette partie de mon cerveau, il s'est musclé et a grandi avec moi. Très bien. Mais ça, je pense que je vais vraiment le faire. Ouais. Tu m'avais déjà conseillé, de toute façon, face à des clients qui peuvent potentiellement me mettre un peu mal à l'aise, Ouais. ou en tout cas qui ont un charisme qui va un peu m'oppresser, c'est d'y aller comme si j'étais quelqu'un d'autre. Exactement. Dire, bah, est-ce que Donald Trump, il aurait réussi cette négociation? Bah oui. Bah, qu'est-ce qu'il aurait fait que j'ai pas fait? Ah, il aurait fait ça. Bon, bah, je vais lui piquer ça alors. Et je vais le faire. C'est hyper efficace. J'avais une autre question, mais je l'ai Ouais. un peu oublié. Ça m'arrive tout le temps Ouais. quand tu parlais, mais c'est pas très grave. Mais grosso modo, oui, c'est ça, c'est de se dire, se conditionner à la vente, tout simplement. Si on Ouais. doit faire un résumé de tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, n'ayez pas peur de vendre. C'est votre métier pur. Tu le dis tout le temps, un chef d'entreprise qui ne sait pas vendre ou un dirigeant qui ne sait pas vendre, on part un peu droit dans le mur. Il est mort. Donc, tout part de là. Et après, effectivement, on a les deux leviers de communication, des leviers marketing, des leviers commerciaux, etc., qui vont s'ajouter par après. Mais le but, c'est déjà savoir convaincre, savoir vendre. Ouais, Donc, bien sûr. ça, c'est top. Écoute, merci beaucoup. On va continuer du coup sur un petit mini-jeu. Bon, c'est un mini-jeu, c'est vraiment pour dire. Mais le but, c'est que j'ai 5 questions. Ouais. Et en fait, là, c'est que tu vas en répondre qu'à 3. Donc, il y en a 2 qu'on ne pourra pas répondre pour le Ok. côté un peu Ok. au hasard. D'accord. Donc, à l'époque, j'avais un petit trou à faire tourner, mais j'ai la flemme de la préparer à chaque fois. Et tu me Donc, poses des questions et j'y réponds ou comment ça marche? c'est ça. Tu me donnes juste un chiffre entre 1 et 5. Je Allez, te pose 4. une question. Le conseil numéro 1 que tu donnes à un entrepreneur qui doit pitcher pour la première fois. Avoir une haute intensité émotionnelle et énergique. Ce que je constate généralement, c'est que c'est pas de la technique qui manque, c'est d'habiter ses mots, d'habiter son corps finalement, et de mettre de l'énergie dans la manière de communiquer. C'est-à-dire que même si tu n'as pas les techniques de vente, mais que tu es forcément convaincu, tu as beaucoup de certitude, ton message aura beaucoup plus d'impact. Oui, tu me le dis souvent, ça d'ailleurs. Tu Ouais. dis, bah, de toute façon, tu as confiance en ton produit, Ouais. tu sais ce que tu vends, tu sais que tu Ouais. fais pas n'importe quoi. Donc, vas-y en toute confiance, en fait. Tu sais que tu vas forcément apporter quelque chose à la personne. Et c'est vrai que, après, des fois, on peut le verbaliser, de dire à la personne directement, écoute, moi, je sais que je peux t'aider. Et déjà, le fait de le dire, peut-être que ça peut aider aussi à conditionner la suite de l'entretien. Bah, regarde, je vais te montrer, je vais te matérialiser le conseil. J'ai déjà fait l'exercice du bras. Non. Lève le bras. Voilà. Lève plus haut, au max. Voilà. C'est la 4e fois c'est au bout de la 4e fois que tu as levé au maximum. Ok. Les gens ne se mettent jamais à 100% dès le début. 60%, C'est pas vrai. 70, 80, 100%. Et ça, c'est la même chose. Les gens, ils arrivent, ils font des trucs, ils tapent mou. Voilà, ils tapent dans le ballon tout doucement. Ils c'est tapent pas vrai. très fort, mais qu'est-ce que tu fous? Mais vas-y à 100% dès le début. Ouais, c'est Et vrai. c'est pareil. Voilà. Bah, c'est Ok. bien, tu l'as Ouais, l'as tu vois, matérialisé. de toute Voilà. façon, moi, je suis quelqu'un, Ouais. je sais, je suis quelqu'un de mou d'origine parce Ouais. qu'en fait, je suis beaucoup plus observateur qu'autre chose. Et un observateur n'est pas actif, en Ok. tout cas physiquement. Ouais.
Mais ouais, tout se passe dans ma tête. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à l'extérioriser au niveau corporel. Ok. C'est un travail que je fais avec Cyr, de toute façon, Ouais. ce côté monter dans les émotions, etc. Donc j'essaye en vidéo déjà quand je tourne et quand des choses comme ça. J'essaie de, comme je suis un peu moins concentré sur ce que je fais, j'essaie d'être un peu plus et voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas du tout évident. Mais ça se voit que toi ici, vous êtes comme ça. Ok. Vous êtes dans cette. On sent que corporellement, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se fait à 100%. Ok. Et ça, pour moi, ça fait la différence. C'est aussi ça que je viens chercher chez vous. Hein. Ah, c'est l'énergie qui nous C'est- traverse ouais. finalement. Ouais. Non, mais ça, je suis sûr que je vais y arriver. Mais Top. ça demande du temps, ça demande de se mettre aussi à nu, entre guillemets. Ça demande à expérimenter. Ouais, il ça y a beaucoup demande- d'introspection. Ouais. Deuxième question. Ouais. 2. Ton rapport personnel à l'argent. Mon rapport personnel à l'argent. Alors c'est marrant parce que moi de mon côté, j'ai refusé l'héritage de mon père quand il est décédé et j'ai commencé vraiment de zéro. Pas de maison, pas de terrain, pas de rien, aucun cadeau. Et j'ai tout bâti au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas dire combien j'ai, mais l'idée c'est de dire que moi je pense que c'est une résultante. Plus tu arrives à faire des choses qui sont déjà dans l'objectif d'en avoir, de l'argent, et de deux, de faire des bonnes choses, et plus tu as de l'argent, mécaniquement. Et donc pour moi, c'est un objectif d'avoir plus d'argent, et de deux, c'est une résultante de la valeur que tu offres sur ton marché. Plus tu offres de la valeur, et plus tu gagnes de l'argent. Très bien. Et c'est ce qui m'a permis de dupliquer des business. Très très bien. Du coup, quand tu dis dupliquer 10 business, ça veut dire quoi? C'est que tu multiplies C'est-à-dire les que activités. j'ai réussi à gagner de l'argent de différentes manières. Ok. En faisant du tatouage, en faisant de la prise de parole, en faisant du conseil en investissement, en faisant du conseil patrimonial, en faisant du conseil d'entreprise, en faisant de la formation, sur des métiers divers et variés, etc. Je casse un peu le concept de mon mini-jeu, mais c'est parce que j'avais une question qui m'a Ouais. m'a foudroyé. Ouais. Euh, Attention. Du coup, toi, t'es plus à... T'en penses quoi des gens qui sont concentrés sur une seule activité? Alors, ils ont raison. Parce que quand on court derrière plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. Donc, être focus, ça s'appelle le One Think, c'est un bouquin, ça nous permet d'être plus focus. Mais maintenant, pas tout le monde est à la capacité de multitasker, de faire plusieurs trucs en même temps. Moi, je suis comme ça parce que je suis un peu fou. J'ai besoin de faire plusieurs choses en même temps, parce que c'est dans ma nature. Moi, je pense qu'il faut effectivement se concentrer sur une chose, et quand tu sais la faire à 85%, tu peux commencer à créer autre chose. Parce- Mais il faut pas... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire lancer plusieurs projets en même temps et vouloir bâtir plusieurs choses en même temps. Voilà. Parce que moi, justement, c'est une grosse rétrospection que je Ouais, fais sur moi-même ouais. sur ça. Parce que je me suis dit, peut-être que je ne serai pas entrepreneur toute ma vie. Ouais. Donc je me dis, autant en profiter pendant que je le suis au maximum et de lancer tout ce que je veux. Parce que pour moi, la liberté de l'entrepreneur, c'est pas se dire, bah, je vais prendre 3 jours de congé maintenant, Ouais. je vais aller à tel resto. Enfin, ça peut être une certaine liberté, mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, la liberté, c'est être capable, avoir la possibilité de créer ce qu'on veut, quand on veut. Tu vois, quand on est entrepreneur, Ouais, bien demain, sûr. je veux ouvrir une marque de vêtements, je le fais. Adore Est-ce qu'elle est bien ou pas bien, c'est une autre question. Mais je peux le faire. ça. Ok, ouais. Tu vois, c'est ça pour moi la liberté de l'entrepreneur, c'est de vraiment lancer ce qu'on veut. Ouais. Maintenant, je me retrouve dans des situations où je sais plus quoi faire en fait. Ok. Tu vois, est-ce qu'il faut que je fasse ci, est-ce que je faut que je fasse ça, est-ce que c'est important, est-ce que c'est pas important? Tu l'as vu dans l'exercice que j'ai fait de cette matrice d'Eisenhower, Ouais. où en fait je mettais tout dans important, Ok. alors que je pense que c'est pas forcément la meilleure manière de fonctionner. C'est la meilleure manière de stresser, par contre. Bah ouais, mais là, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure. Tu sais Ouais. que je suis dans une situation, en ce moment, je stresse de fou. Ah bah, Parce que je sais plus quoi faire. logique. J'ai 3000 trucs qui me tombent dans la tronche. Encore une fois, j'ai reçu une lettre comme quoi la société que j'ai rachetée n'a pas payé CFA en décembre. Donc, du Ok. coup, dépenses inutiles que j'ai pas prévues à presque 3000 balles. Génial. Donc, voilà, dans le cul, C'est comme la on dit. Désolé de la vulgarité, mais voilà. Ouais. Donc, obligé de réagir en fonction. Ouais. Annuler certains trucs parce qu'on avait prévu des choses, mais tant pis, ça va être repoussé. Enfin, plein de trucs comme ça qui, moi, me montent vite en pression. Ok. Par contre, ce qui me fait dépressionner, je sais pas comment ça se dit, Ouais. en tout cas qui me fait redescendre en pression, bah, c'est d'agir. C'est de dire, ok, Ah oui. je pose tous les problèmes Ouais. et je les résous un par un et ça me permet de me rassurer. Et surtout de me dire mentalement, il n'y a pas de mort, il n'y a rien de dramatique. Si c'est qu'une question d'argent, je vais pouvoir en trouver quelque part, par n'importe quel type de moyen. Donc, c'est de relativiser un peu sur le truc. C'est vrai que quand ça te tombe sur la tête, tout de suite, on pète, on panique. Ouais. Mais après, c'est de se poser, respirer, de comprendre ce qui se passe. La lenteur, Ouais, c'est ça, le prendre le temps. parasympathique que je parlais tout à l'heure. Ouais. Et là, ça m'aide. Mais c'est vrai que quand tout s'enchaîne, et en plus, tu es sollicité de droite à gauche, Ouais. parce que comme tu es sur plusieurs activités, Ouais. bah, tu as tes clients de droite à gauche qui te sollicitent. Ouais. C'est pas évident. Donc, effectivement, c'est un travail comme ça qui est pas évident. Et je suis en train de le vivre et je me dis, est-ce que j'ai pas fait des bêtises?
Mais j'ai cette mentalité de me dire, j'assume. Ouais, tu entreprends quoi. Ouais, j'assume. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en suspens? Si oui, je le mets pour me libérer du temps. Mais j'assume complètement ce que Donc j'ai ce que je l'entrepreneuriat, fais. c'est pas que du business, hein. C'est également sa femme, sa famille, sa Ah ouais. maison, tes amitiés, etc. Mm. Il faut aussi savoir investir financièrement, émotionnellement et temporellement dedans et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en ressort derrière. Et Exactement. avoir un output positif. Mm. Tu vois, si tu investis beaucoup d'argent dans ton entreprise et que ça ne te rapporte pas, c'est chiant. Si tu investis beaucoup dans ta partenaire ou ta famille que derrière ça ne te rapporte pas des choses sympas, c'est chiant aussi, tu vois. Donc, Exactement. il faut aussi avoir tous ces aspects en même temps. C'est pour ça aussi que Ouais. j'ai voulu prendre. J'ai voulu me rapprocher de Cyr Ouais. parce que je voyais que, comme il est assez transparent dans sa communication, Ouais. je voyais que il arrivait à gérer son perso, son pro. Ouais. Il a une vidéo où tu le vois avec son marmaille dans son bras, son sac de golf dans le dos, son machin, ceci, et puis il dit j'assume tout. Et c'est ça que, bon, est-ce que j'arriverai à son niveau? Non, mais je veux dire, c'est pour ça que j'ai travaillé avec vous pour me dire, il faut que j'arrive à faire ça parce que moi aussi Ouais. j'ai un enfant, moi aussi j'ai une femme, moi aussi j'ai une maison, moi aussi j'ai un travail, moi aussi j'ai multi-activités. Ouais. Il faut que j'arrive à assumer tout ça. Alors que de base, moi je suis fainéant, moi. D'accord. Moi, je suis procrastinateur. Ah, je suis pareil. Et, Je branle rien. et tu vois, et c'est pas évident. Non, mais c'est vrai. Tu vois, fait- tu me laisses. Le truc, c'est que quand je suis lancé, Ouais. ça va, mais tu me mets une journée de pause. Ouais. Ah, putain, je galère. Je galère parce que je kiffe trop ma pause et. En fait, il faut réussir à exécuter. Et moi, c'est ça le truc, c'est que, comme toi, je suis feignant. Par contre, monstre dans l'exécution quand il faut le faire. Mm. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est ça. En fait, toi aussi, tu disais, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait exécuter. Ouais, grave, que de l'exécution. C'est que je me force. Alors, il y a plein de trucs que je sais pas du coup. Mais sur les trucs importants, je suis hyper focus. Très bien. Dernière question, du coup. Ouais, question 5. 5. Est-ce que la réunion change dans ta façon de communiquer dans le business? La réunion. Ouais. Est-ce que ton territoire, tu t'adaptes à ton territoire? Qu'est-ce que la réunion fait de ton activité quelque chose de différent? Parce que toi aussi, tu as une activité en métropole. Ouais, Donc, je travaille beaucoup avec les Parisiens. Et contrairement à beaucoup, à certains, moi, j'ai vécu en France de mes 4 ans à mes 9 ans. Ok. Donc, j'ai pas l'accent créole de base. Et il y a des gens qui croient que je parle pas créole. Alors que, tu vois, je parle créole, quoi. T'as essayé un mot? Ouais, j'allais dire un train à la 4, tu vois. Mais avec ma voix, ça marche pas. Donc, mais voilà, l'idée, c'est que à La Réunion, moi, j'aime bien du coup parce que je suis un peu un ovni, dans le sens où je peux passer de. Je peux travailler avec un oreilles, je peux travailler avec avec un créole, etc. et plaire aux deux. Parce que je peux avoir l'accent parisien et en même temps ce côté local qui fonctionne bien. Et moi, je trouve d'être un petit peu un ovni là-dedans, ça aide beaucoup. Très bien. Voilà. Moi, pour l'instant, j'avoue que le marché métropolitain, c'est pas d'actualité. Ouais. Moi, j'aime bien, je préfère me poser à La Réunion. Moi, mon objectif, il est assez clair, c'est être la référence du marketing digital à La Réunion. Non, il faut Donc, se concentrer d'abord. Ouais. Ouais, donc du coup, voilà, c'est pour tout ça. Et après, pourquoi pas l'océan Indien. Mais la métropole ne m'intéresse pas spécialement. Pourtant, il y a beaucoup d'argent. Ouais, j'imagine, C'est mais je sais pas pareil. pourquoi ça me... Bah, après, il y a une concurrence Océan Rouge. Hein. Concurrence de dingue. Hein. Mm. Donc, en termes de marketing, etc., il y a des gens qui sont super chauds. Du coup, pour recentrer ma question, Ouais. est-ce que la Réunion a eu un impact sur ta manière de vendre ou des choses comme ça, ou pas particulièrement? Alors, moi, non. Honnêtement, non. Parce que vu que j'ai travaillé toujours avec à la fois les Réunionnais et à la fois beaucoup Paris, je trouve que la Réunion, c'est plus facile. Ok, Donc, pourquoi? Pas parce que les gens sont plus simples, hein. Les gens sont moins dans la compétition. Bon, pas Paris, quelqu'un il a un devis, il en a 8 à côté, il est tout le temps en train de te challenger en fait. À La Réunion, t'as une bonne poignée de main, t'as un bon relationnel, ça marche. Mm. Donc je trouve ça beaucoup plus facile. très bien. Intéressant. Moi, j'ai eu un autre retour de quelqu'un qui travaille beaucoup avec des Anglais, Ok. des anglophones, et il disait, punaise, le marché français, ça m'énerve. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais vous êtes trop tintillons. Avec des Anglais, je leur dis ça, je leur dis A, ils me disent A. Ouais. Je leur dis B, ils me disent B. Et quand ils comprennent ce que je fais, ils y vont direct, ils mettent l'argent sur la table très vite. Ils sont straight. De fou. Alors, les Français, ils sont très dans la comparaison. Mm. C'est ça le problème. Mm. Après, le truc, c'est que c'est différent parce que moi, dans le secteur d'activité dans lequel je travaille, ça a été la finance et la partie éloquence. Donc, je suis peut-être un peu biaisé, ça dépend des secteurs. Écoute, on va passer à la partie 2 rapidement, parce que du coup, ça fait presque 1 heure qu'on tourne. Ah, Là, il merde. faudra...
Bon, après, moi, en général, je me donne 1h30, mais ça dépend de toi. Eh Si toi, ben, tu te sens en forme, je suis hyper chaud. Ouais. ça va. Du coup, partie 2, c'est plus ton parcours. Ok. Moi, un moment de ta vie qui m'intéresse, c'est quand tu travaillais en banque. Est-ce que déjà, c'était pas ta première expérience professionnelle? Parce que tu m'as dit que tu faisais du Ouais, tatouage. Ça, je savais non, en pas. fait, j'ai fait du tatouage à 16 ans. Hmm. J'ai arrêté l'école et je suis re-rentré après. Et j'ai fait d'abord du prêt-à-porter. Et en fait, j'ai une anecdote qui est clé. À 18 ans, je travaillais chez Lacoste. Et un jour, il y avait un chewing-gum par terre. Ok. Et on me dit de l'enlever. Mais moi, ce que je fais, c'est que je me baisse, je le prends avec un petit papier, je le mets. Et il restait un résidu. Et la personne me dit, frotte par terre avec du cif et un truc. Je dis, ouais, bah, moi, je mets du cif, je pisse comme ça le truc dessus, et je prends le chiffon et je le frotte avec mon pied. Il me dit, non, mets-toi. En fait, la personne, j'avais une cravate, elle voulait que ma cravate touche le sol. En fait, parce que moi, j'étais dans une boutique arabe. Et en fait, à chaque fois, on me dit, ah, c'est où le fils le patron? Ah, Parce ok. que le fils le patron était mal habillé, en fait. Ok. Du coup, c'est chiant, il va me voir. Mais c'est pas m'humilier, c'est en fait, ils étaient pas contents que j'avais cette différenciation. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu bien m'habiller, etc. Et donc, ça m'a saoulé. Je fais, putain, mais je vais pas travailler là-dedans toute ma vie. C'est chiant. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un métier où je peux bien m'habiller et je peux m'exprimer le plus possible. Et du coup, dès que j'ai fini mon bac, et j'avais eu mention très bien à l'époque, je pouvais aller à Sciences Po Paris, parce que j'avais eu des entrées. Et de l'autre côté, vu que j'ai été major, etc., j'avais un peu un passe-partout. Et quand je me suis inscrit en BTS Banque, bah, c'était assez facile de trouver une entreprise derrière. D'accord. Je fais du coup un petit pont parce que c'est Ouais. intéressant le fait que tu t'habilles bien. Est-ce que pour toi, ça a quel impact de bien s'habiller? Alors, déjà, on peut reprendre à quand j'ai commencé à bien m'habiller. C'était en seconde. Quand j'ai quitté le collège, par exemple, je me rappelle à Mardi Gras, tu vois, carnaval, je suis venu habillé en costume, cravate, chapeau. Ils ont dit, c'est quoi ce truc, t'es inspecteur gadget? Qu'est-ce qui se Le passe et parrain? tout? Nous, on met des masques de sorcières, des têtes de. Tu sais, il y a des mecs, je sais pas pourquoi, il y a des mecs qui s'aiment bien s'habiller en femme. Ils disent, ah, Oui, j'ai oui. pris le string de ma soeur. Je dis, t'es bizarre, toi. Mais Ouais. c'est pas ça le sujet. C'était que j'aime bien ça. J'aime bien me sentir. euh, Tu vois, en fait, j'ai une grosse confiance en moi. Ouais. Et je pense qu'il faut que je la fasse ressentir aussi dans ma manière de me présenter au monde. Parce que la manière dont tu te présentes au monde et comment le monde te perçoit te définit dans la vie. Donc si t'es bien habillé, t'es propre, t'es confiant, il y a quelque chose qui fonctionne pour toi. Ouais. Moi, je sais pas si c'est une anecdote aussi, mais Ouais, pareil, j'ai une personne avec qui je la côtoyais au début quand ouais, j'étais entrepreneur. Et tu sais, moi, au début, j'étais en ouais, short polo, tu vois, ouais. décontracté. Comment on dit j'étais, comment on dit en anglais, détendu, casual. Tu vois, j'étais Ouais, ok, casual, ok, tu je vois. vois. Ok. Et donc, récemment, Ouais, genre le mois dernier, on se retrouve dans un autre réseau d'entrepreneurs. Et là, elle me dit, écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais sur Instagram et tout, la nouvelle communication que tu fais, parce que finalement, je suis sur Instagram depuis janvier, hein, ouais, clairement, de manière pro. Et en fait, elle me dit, tu sais, au début, on te prenait comme quelqu'un de hautain. On avait l'impression que tu nous prenais un peu de haut, parce que tu étais dans le marketing et nous pas, etc. Et que tu nous prenais un peu de haut. Et moi, ça m'avait un peu blessé parce que c'est pas du tout l'image que je voulais ouais. rejeter. Par contre, je voulais rejeter une image d'expert et de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc peut-être que j'ai été maladroit dans ma Ok, manière de parler. Par contre, depuis que je suis sur Insta et depuis que j'ai la casque working, moi aussi, entre guillemets, je m'habille bien. Je me mets en chemise, ouais, etc. Je commence à m'habiller comme ça tous les jours aussi. ouais. C'est un truc que j'aimais bien de toute façon, même au lycée. Moi, c'est vrai qu'au lycée, je mettais tout le temps des pantalons. Je me disais, mec, arrête de mettre des pantalons. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi je me suis mis en short. Peut-être que quand je suis passé justement métropole, j'étais en Belgique, d'Europe, Belgique à ici, peut-être que je me suis dit, vas-y, mets-toi en short, tout le monde se met en short, j'en sais rien. Mais du coup, depuis que je fais ça, et puis elle me dit, maintenant, avec ta communication, on a beaucoup plus confiance en Bah toi, oui, bah oui, t'as l'air beaucoup plus bah sympathique. oui, Et je pense que c'est lié aussi à ça, tu vois. bah oui. Évidemment. Non mais l'apparence est hyper importante. C'est pour ça que les filles se maquillent. C'est Mm. pour ça qu'elles ont besoin de tout cet attirail pour plaire au monde finalement. Et nous ici, on doit faire ce travail de plaire aux clients. Et toi, t'en penses quoi à ceux que ça dérange? Bah, c'est qu'eux, ils ont un problème. Seuls les esprits torturés aiment bien torturer les gens. Mm. C'est que ils- soit ils n'ont pas ce besoin de se mettre en avant, et du coup, ils comprennent pas ce que tu fais, ou soit tu les oppresses d'une certaine manière. Et c'est peut-être un sujet également. Parce que du coup, moi, ce que j'ai eu peur au début,
Parce qu'en fait, déjà, le côté cabinet valorise, comme tous les deux, vous êtes super bien habillés, ça m'a aussi donné cet élan-là aussi, hein, de me dire, de toute façon, comme je vais être affiché avec vous, il faudra bien que je fasse pas le blaireau à côté. Ok. Donc, et au final, j'aime bien, moi, mettre mes petites chemises, machin, ça me dérange pas, tu vois. J'aime plutôt bien ça. Maintenant, je me suis dit, est-ce que je mets le petit blazer et tout? Est-ce que, comme tu dis, ma famille, ceux qui ont l'habitude de me voir, qui me connaissent pas comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'ils vont se machin? Au final, je me suis un peu écarté de cette pensée-là parce que si on commence à penser trop comme ça, on fait plus rien. Du coup, l'idée, c'est de me dire, bah, vas-y, fais-le quand même, on verra ce que les gens disent. Et au final, ça s'est très bien perçu. Après, il y en a qui en rigolent, mais je sais que c'est bienveillant, tu vois, c'est pas méchant, etc. Donc c'est cool. Ouais, et puis si on s'attache au regard des gens, on peut plus rien faire. Et moi, j'ai toujours voulu choquer et vouloir apparaître comme quelqu'un d'unique. Donc d'être visible à 100% tout le temps. Et ça marche. Ouais. Comme je t'avais dit en off, du coup, je pense que c'est le bon moment d'en parler. Ouais. Parce que toi, en fait, moi, ça me dérangeait pas. Je te dis pas que ça me dérange, mais ça m'intriguait. Ouais. Parce que, en fait, tu cibles quand même des personnes, des gros chefs d'entreprise. Ouais. Bon, moi, j'en suis un, mais j'en suis un petit, entre guillemets. Toi, j'imagine que tu as des clients beaucoup plus mieux placés, etc. Donc, quand même, quand tu vas communiquer, quand tu vas te présenter, là, par exemple, tu te présentes devant moi, indirectement, tu es en train de cibler ces personnes-là. Ouais. Tu vois. Et du coup, ma question, c'était par rapport à la manière dont tu portes ta chemise, qui est du coup très déboutonnée, tatouage apparent, etc. C'est quoi un peu ton... T'as pas peur justement que les gens... comment dire ça? T'as pas peur qu'il y a des gens qui sont un peu repoussés par ça, parce qu'ils se disent c'est pas assez propre, entre guillemets? Ça fait penser un peu à Taylor Chiche. Tu vois c'est qui? Non. C'est un entrepreneur qui est assez riche, hein, et il a des tatouages sur le visage, etc. Pas de dingue, hein, mais un petit peu. Alors déjà, on peut remonter à l'historique de quand est-ce que j'ai fait le tatouage sur la poitrine. J'avais 16 ans. À 16 ans. Le tatoueur, il m'a dit, t'es sûr et tout, j'ai un mot de ma maman qui est signé. En fait, à l'époque, c'est un peu comme ce qu'il disait Seth Godin. Tu connais il a écrit la vache pourpre. Ok, pardon. Oui. C'est un livre de marketing, Seth Godin, la vache pourpre. Et il dit comme ça, il faut pas être le meilleur, il faut être différent. Si tu vois une vache violette dans un pré, tu vois que elle. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un facteur de différenciation pour qu'on me remarque à chaque fois. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Un tatouage dans le cou, c'est trop visible, ça fait prisonnier. J'ai m'en faire un comme ça sur la poitrine et j'ai fait un dragon pour faire la royauté. Et ça, à 16 ans, tu avais déjà cette... Ouais, je me suis dit, je vais être le seul de mon lycée à avoir ça. Et tout le monde me connaissait en me disant, ça c'est le gars qui a ça. Du coup, tu avais des cols en V? Ouais, exactement. Tout le temps. Et tout le monde me connaissait parce que j'avais ce facteur de différenciation. Et maintenant, le facteur de différenciation, ça va être ma manière de parler, par exemple, ou l'habillement. Et moi, je pense que se focaliser sur, ok, il s'habille comme ça, il a le tatouage, etc. Non, c'est pas le sujet, parce que j'ai tout l'habillage avec, dans l'expertise, dans la manière de communiquer, etc., qui permet de rassurer, d'amener la crédibilité. Mais, au moins, si on fait un panel d'entrepreneurs, vu que tout le monde se ressemble aujourd'hui, j'ai un facteur de différenciation. On dit, mais ça, c'est pas le mec qui a tout le temps un petit peu la chemise ouverte, etc. Alors attention, selon la personne que je vais voir, je vais pas être comme ça tout le temps. Oui, tu vois. Mais... Non, mais tu l'es plus dans ta communication, dans tes vidéos, quand tu fais des trucs machin, ou quand tu viens là, tu le fais. Quand tu es en rendez-vous vrai client, je sais que tu le fais pas. Ouais. Mais du coup, justement, ma question va être assez simple. T'as pas peur qu'il y a des gens qui soient offusqués par ça? Et qui, du coup, ne viennent pas te voir parce que ils ont vu une vidéo de toi comme ça et ils se disent... Pas du tout. Alors moi, ma chemise préférée, je l'ai pas aujourd'hui, c'est une chemise Bob l'éponge que j'ai achetée à H&M à Madrid, qui est noire avec des flamants roses. Elle me va feu de Dieu. Et à chaque fois que je l'ai, les gens me disent, c'est quoi ce truc et tout. Toi, c'est pas méchant, mais tu la mets, t'es mort. Je vais dire, c'est quoi ce truc-là? Non, mais tu sais, c'est comme le style un peu petit mocassin, petite chaussette courte avec petit machin. Je sais que ça m'ira pas du tout parce que j'ai trop grosses jambes. Mais bien sûr. Et comme quand il y a des mariages où il y a des mecs qui mettent des costumes cravates, ils en ont jamais mis de leur vie. Ça fait ridicule. Tu vois le truc, la cravate, elle arrive là, la veste, elle est trop large, il y a rien qui va. Tu fais, mais attends, mais ce mec-là, il s'est jamais habillé comme ça de sa vie. Et en fait, je pense que c'est ton attitude et la manière dont tu vas communiquer, encore une fois, qui va finalement compter. Et moi, j'aime bien faire ces choses-là qui choquent justement. Qui disent, mais... c'est bizarre ça. Ok. Je suis Bob l'éponge, le mec qui est chez l'entreprise. C'est quoi le truc? Tu vois? Donc moi, j'ai pas peur que ça choque. Très bien. Au moins, le pansement est enlevé. J'avoue que j'avais cette question depuis longtemps. On dit, Guillaume, t'as pas peur avec ta chemise Commol? I'm not afraid. Du coup, je reviens sur quand même le but de la partie de base. Ouais. Du coup, revenir un peu là-dessus sur
C'était quoi un peu ton quotidien en tant que gestionnaire de grands comptes? Alors, j'en ai eu 2 à la Caisse d'épargne et à la BNP Paribas. Alors, le quotidien, il est assez facile, hein. C'est qu'en fait, tu dois cibler les personnes qui sont sur un besoin que tu as détecté, souvent un besoin de placer de l'argent ou d'optimiser les capitaux qu'ils ont, les contacter, faire de l'intensité relationnelle. Ça, finalement, dans le grand compte, ce qui est dur, c'est de faire de l'intensité relationnelle avec des gens qui sont compliqués, qui sont très intelligents, qui ont beaucoup de pouvoir et qui sont impressionnants. Tu dis toutes les qualités d'une Ouais. personne qui a de l'argent. Est-ce que... Alors, je ne vais pas dire ce que tu n'as pas dit, hein, Ouais, mais est-ce que indirectement, quelqu'un de pas intelligent est capable de gagner de l'argent? bien sûr. Bien sûr, mais il va quand même développer une intelligence émotionnelle. Ok, donc oui, c'est intelligent dans le sens large. C'est Ouais, pas intelligence intellectuelle. tu peux avoir de l'intelligence spatiale, émotionnelle, intuitive, Très bien. relationnelle, voilà. Bon, au moins, on a bien détaillé le mot. Bien Comme sûr. ça, il n'y a pas d'amalgame. Et d'ailleurs, c'est marrant. Tu sais pourquoi? Parce que je crois que je te l'ai jamais dit d'ailleurs. Mais une fois, j'étais un peu dans ces histoires Ouais. de patrimoine, etc. Ok, ok. Enfin, moi, je suis en train de construire mon patrimoine. Ma femme, un peu, ça fait un petit moment qu'elle est dedans, etc. Et on discutait justement des différents conseillers. Et elle me dit, tu sais, mon conseiller en ce moment, Ouais. bof, bof, bof. J'en avais un avant, il était trop bien. Et après, elle me parle comme ça. Et elle me balance un blaze. Et je dis, je connais ce gars-là. C'est qui? C'est toi-même. Ça s'appelle comment? Savannah Lavignon-Vergoz. Ok. Après, c'était pas un grand compte, hein, Ouais. mais t'étais son conseiller à l'époque, sûrement à Caisse À d'épargne. Caisse d'épargne, Saint-Gilles? Ouais, Ah, ça me parle. ouais, donc c'est ma femme. Ok. Ouais, donc du Eh coup, elle m'a ben- parlé de ça, je me dis, tiens, c'est marrant, je suis en contact avec lui, Eh ben génial. machin et tout ça, donc je trouvais ça rigolo. Et je lui dis, ouais, écoute, ça me paraît logique parce qu'il a l'air vraiment balèze dans ce qu'il fait. Et en fait, Ok. ce qui est bien avec toi, ce qui Ouais. est marrant avec toi d'ailleurs, c'est que tu dis pas grand-chose, et on sent l'expertise, on sent que tu es pro, on sent que y a pas de, tu dis pas n'importe quoi. Ok. C'est quand tu dis un truc, c'est efficace. Et c'est ça en fait qui te donne cette confiance-là, parce que toi, c'est ce que tu recherches avec tes clients, c'est la confiance. Ouais. C'est vrai que quand tu as la confiance de quelqu'un, tu peux après Ouais, t'as grandir la avec connexion, lui. quoi. Ouais, tu as la Ouais. connexion directe. Et c'est vrai que toi, tu as cette faculté-là, assez naturelle, Ok. de rendre les gens confiants assez rapidement. On se dit, lui, c'est un pro, c'est sûr. Trop bien. Tu vois, donc ça, ouais, je voulais te l'annoncer en tant que client déjà de base, et puis en tant que collègue entrepreneur. Et puis de toute façon, c'est ce que tu souhaites de toute façon, et du coup, tu as réussi à le mettre en place. Je le dis aussi ouvertement par rapport aux gens qui nous regardent, de dire, si vous voulez être tel type de personne, juste incarner cette personne-là, et vous verrez Carrément. que finalement, ça va arriver assez naturellement. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un m'a dit que j'étais hautain, ça m'a blessé, parce que c'était pas du tout ce que je voulais transcrire. Et en fait, tu te dis, des fois, les mots que tu utilises, la manière dont tu te présentes, si c'est ça peut être mal interprété. Donc, il faut faire gaffe. Complètement. Et surtout que nous, en tant qu'entrepreneurs, on met en jeu notre personne. On Demain- vend notre personne, hein. Demain, je fais une bêtise, c'est fini pour moi. Exactement. Tu vois, demain, je fais un accident de voiture, j'ai blessé un gars, j'ai emmené le gars à l'hôpital. Si les gens le savent, c'est mort. Eh oui, c'est pour ça que moi, de mon côté, je fréquente pas énormément de personnes de manière proche. Parce que je veux pas être associé à des personnes qui ne vibrent pas à la même fréquence que moi. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de quitter ce monde bancaire pour te lancer dans le conseil et la formation? Alors, tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure sur le fait que tu voulais former, donc comment former? Tu as Ouais. créé ton entreprise, mais est-ce qu'il y avait un autre déclic que Ouais, tu as vécu? Carrément. Il faut savoir que j'étais plutôt bien payé sur ce poste-là avant de quitter la gestion de fortune. En fait, j'avais 2 énergies. Je me suis dit comme ça, si je continue, je vais être cadre sup, payé entre 80 et 100 000 euros l'année. C'est bien. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais si je teste pas l'entrepreneuriat à cet âge-là, j'ai pas envie de tester ça à 45 ans. Et je me suis dit, j'ai besoin de me prouver que je suis capable de générer de l'argent, de créer de la valeur et de créer des choses. Et finalement, c'était aussi un travail de se faire confiance. Et j'ai réussi de manière relative à me prouver ça. Et donc, même si l'objectif n'était pas 100% financier, c'était aussi un objectif de confiance. Et j'ai réussi maintenant, en fait, à me prouver quelque chose. Et maintenant, j'ai une confiance qui est encore plus décuplée qu'avant. Qui fait que, à un moment donné, on se sent presque insubmersible. Donc, c'était en fait de se prouver quelque chose au niveau de la confiance, je pense, dans un premier temps. Et c'est vrai que toi, tu as beaucoup de... la première personne que toi, tu dois convaincre, j'ai l'impression, quand tu parles, c'est toi-même. Carrément. Tu es obligé de toi-même te convaincre sur certaines choses Ouais. pour pouvoir avancer. T'attends pas l'avis des autres, toi.
T'es vraiment. La vie des autres, il est éclaté. Parce qu'ils réfléchissent avec leur propre périmètre, si j'ai envie de te dire, de leurs propres limites. Ils les projettent sur toi. Leur ambition ou leur non-ambition, ils le projettent sur toi. C'est souvent le problème des parents ou de la famille pour un entrepreneur. Et on a besoin, en fait, d'être son premier formateur. Parce que tu sais, entre son conscient, son inconscient, etc., on doit muscler cet état d'esprit à chaque fois. Donc, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai la chance quand même d'avoir des parents qui me font confiance dans ce que je fais, et qui m'ont pas forcément posé plus de questions que ça, en mode est-ce que tu es sûr, machin. Après, je leur ai pas demandé leur avis non plus. Hein. Je leur ai annoncé, ça y est, j'ai quitté ma boîte, j'ai lancé mon truc. Mais il n'y a pas forcément. Alors, je sais qu'ils me font confiance, je sais qu'ils regardent un peu ce que je fais, je sais qu'ils sont quand même assez attentifs à si ça se passe bien ou pas, mais ça va pas plus loin que ça. Tu vois. Mais après, c'est pas ce que je leur demande non plus. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je rebondis un peu sur ce que tu disais justement sur la vie des autres, c'est éclaté, surtout la famille, etc. C'est quoi un peu le regard que tu as là-dessus, toi, sur le rapport entre un entrepreneur et sa famille? C'est quoi le problème, en fait, à ton avis? Alors, moi, je vais distinguer 2 types de familles. La famille choisie et la famille imposée. Tu as effectivement tes parents, cousins, cousines, frères et sœurs, et tu as, par exemple, ta partenaire de vie, ta conjointe, qui, elle, va dire, elle est choisie. Ou lui, puisque maintenant, voilà. Pourquoi tu ris? Non, c'est toi qui as rigolé en premier. Et en fait, le rapport là-dedans, c'est que ta famille, eux, ce qu'ils veulent pour toi, c'est de la sécurité. Tes parents, ils veulent que tu sois en sécurité. Hein. Et l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. C'est un sens inverse. C'est pas du tout dans leur objectif que tu ailles tenter ta chance à vendre des prestations, des machins, et ils se sentent pas forcément en sécurité. Tandis que quand tu as un CDI, tu es bien propre, ils sont plutôt contents pour toi, et c'est tout. Et nous, en fait, on perçoit ça sous un faisceau négatif, en mode « Ah, mais ils veulent pas m'aider, ils veulent pas me soutenir dans mon truc. » C'est pas parce que c'est justement parce que c'est pas leur objectif. Hein. Leur objectif, c'est que tu sois en sécurité. Et quand tu as compris ça, tu es un peu plus serein. Maintenant, plutôt sur ta partenaire de vie, où tu es beaucoup de temps avec, c'est un peu cette personne qui va te soutenir ou t'empêcher d'aller vers là où tu souhaites aller. Et là, c'est là où moi je trouve que c'est hyper important. Parce qu'encore, ta famille imposée, tu peux rien faire, tu n'as pas de levier, mais sur ta partenaire de vie, tu as effectivement un levier. Et elle va avoir aussi un levier de voir est-ce qu'elle va t'aider dans ta trajectoire ou la changer. Donc pour moi, l'idée, c'est ça. C'est que c'est quasiment la moitié du chemin. Et justement, toi, est-ce que tu rencontres des clients, des personnes avec qui tu accompagnes, etc., qui ont à un moment donné ce petit plafond de verre parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin à cause de ça, justement, ou qu'ils ont peur un peu de cet avis familial, etc. Est-ce que tu as déjà rencontré des clients un peu bloqués par ça? Carrément. Imaginons, ta femme, elle est ancrée à La Réunion, et demain, tu dis il faut que j'aille aux États-Unis pour développer mon business. Si elle te dit bah non, moi, c'est La Réunion, rien, t'es mort. Si elle te dit bah let's go, on va aux US, on y va ensemble, en aventure, etc., là, ça va te pousser, et de l'autre côté, ça va te mettre un cap, quoi, un plafond. Donc oui, j'ai déjà vu ça, sur des mouvements internationaux. Et du coup, toi, comment tu réagis, toi, en tant que professionnel, en tant que prestataire? C'est son choix, tu t'adaptes ou... En fait, c'est de voir qu'est-ce qui est le plus important. Parce que l'ambition pure et dure, l'argent pur et dur, c'est bien, mais il faut pas que ce soit au détriment de relations beaucoup plus personnelles. Donc non, moi en tant que prestataire... tu laisses la personne faire son choix. Carrément. Okay. Voilà. Très bien. Du coup, pour mieux comprendre un peu quel type d'entrepreneur tu es aussi, c'est quoi ton mindset numéro 1 pour réussir? Moi, j'ai une confiance en moi absolue. C'est ce qui fait toute la différence pour toi? Ouais, en fait, je pense qu'il faut 2 choses. Il faut avoir une confiance inébranlable et il faut savoir tabasser. Quand je dis tabasser, c'est dans le sens, il faut y aller, quoi. Tout à l'heure, on parlait du bras que tu n'avais pas levé à 100%. C'est d'y aller à 100%. Et tu testes, tu fais ça 3-4 mois, tu vois si ça marche ou pas. Et si tu n'as pas testé, tu sais pas. Mais il faut vraiment taper fort dans le marché. Est-ce que tu as déjà quand même été très fatigué très fatigué. Est-ce que tu as déjà ressenti quelque chose dans ton corps qui s'est dit là, il faut se calmer? Ah bah oui. À un moment donné, je faisais du 6 heures de route journalier sur des distances pas possibles avec un niveau de stress élevé et ça a causé effectivement un burn-out. Et là, ça te permet justement de te réguler derrière. Bien sûr. Mais là, aujourd'hui, tu travailles énormément. Ouais. Tu te sens comment, là? Alors, c'est pas pareil. Parce qu'à l'époque, pour moi, tout était important. Donc, j'étais en fait dans une course contre la montre en permanence avec un niveau de stress toute la journée élevé. Et là, maintenant, je fais
pareil, mais de manière beaucoup plus lente. En fait, je dédramatise tout. Ouais. Si je suis en retard, C'est ce je qu'on me disait dis tout à pas, l'heure. oh, je suis en retard, comment je... Non, ok, je suis en retard. C'est un fait, j'y peux rien. Mm. Donc, j'ai pas besoin de stresser aussi. Tu vois, le client, il m'a dit non. Bah, ok, il m'a dit non. Ok, et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai fait le travail, c'est bon, ok. J'ai pas besoin de stresser plus. Euh, voilà, en fait, j'ai baissé mon rapport à la pression. Donc, je gère mieux la pression aujourd'hui. Et puis tu modules un peu plus Ouais, inconsciemment ce qui est important, ce qui n'est pas important. Moi, j'ai reçu Moïse Boireau. Je ne sais pas si tu le connais sur les réseaux, si ça Moïse parle, Boireau, si, je vois c'est qui. très grand et tout ça. Et il est dans l'investissement immobilier. Ouais, Et lui, il a vécu un pré-AVC. Enfin, il n'a pas fait un vrai AVC, mais en ok. tout cas, il a eu des symptômes et tout, parce qu'il était trop dans cette pression. L'over-stress. Ouais. Et du coup, maintenant, il se dit, quand tu as vécu ça, tu sais ce qui est important, ce qui n'est pas important. Exactement. Non, mais vraiment. Moi, j'ai fait une dépression nerveuse qui a nécessité plus de 5 cachets par jour, Asprazolam, Deroxate et Avlam. Là, je connais par cœur. Donc, des médicaments qui sont là pour baisser un petit peu toutes les notions d'anxiété. Et là, effectivement, quand tu traverses ça, tu te fais, ouais, ok, mais en fait, faire ça, ça et ça, c'est pas ce qui est le plus important. Et tu arrives à te remettre un petit peu vers le bon faisceau, quoi. Mais ça, c'est un truc qui n'est pas évident. Tu vois, moi, Ouais, par exemple, quand je t'ai expliqué cette histoire en octobre en vacances, ouais, j'avais plus trop d'argent sur le compte pro et pourtant j'avais des prestations à payer ok. parce que je suis rentré dans un nouveau réseau formateur, un nouveau réseau d'entrepreneurs, pardon. Donc il fallait payer la subscription fee, tout Ok. ça. Pareil, il y avait d'autres dépenses que je devais faire, que je devais assumer. Et là, ça m'a stressé. Et j'étais en sortie, forcément, on était en vacances, donc on était dans une sortie. Et j'ai dit à ma femme, écoute, je suis désolé, là, je viens d'apprendre des trucs professionnels et je suis pas du tout dans le moment présent. Ça me stresse beaucoup, T'es dans le etc. futur, t'es dans l'anticipation. Ouais, donc du Ouais. coup, ils sont en train de s'amuser à faire leur truc. Je me souviens, c'était dans des espèces d'endroits où il y avait des pierres précieuses. Il y avait plein de pierres précieuses partout. Tu pouvais un peu piocher ce que tu voulais. Et eux, ils étaient en train de s'amuser avec mon fils. Et moi, en PLS à côté, en train Dans de se ta dire, tête, putain, avec les scénarios catastrophes. ouais, qu'est-ce que je suis en train de Ouais. foutre? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre tout le monde en danger, Ouais. etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai soufflé, je les ai regardés. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le plus important aujourd'hui? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai devant les yeux, en fait. Et là, ça m'a relativisé. Alors, j'ai pas réussi totalement à déconnecter, mais au moins, je me suis dit, bon, il faudrait que j'essaie quand même d'assumer ma journée déjà, ce serait déjà pas mal. Et après, on verra après. Mais c'est tout un chemin, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez en tant qu'entrepreneur. Des fois, il y en a qui osent en parler, mais le côté charge mentale d'un entrepreneur, c'est quand même pas évident à gérer. Toutes les émotions qui peuvent nous passer. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais essayer de chercher aussi dans ce podcast, c'est d'aller voir un peu les gens, si vous êtes assez ouverts à en parler. Mais du coup, tu parlais que tu avais fait un burn-out, mais Ouais. c'était pas à l'époque où tu étais entrepreneur. Non, c'était juste avant. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'as jamais vécu quelque chose Non, de parce qu'en fait, compliqué? cette expérience était tellement puissante, tellement forte, qu'elle m'a donné derrière une gestion émotionnelle derrière, Hmm. qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus serein. Mais tu vois, le côté salarial, moi je trouvais ça un très beau moment de ma vie parce que ça m'a apporté tout ce qu'il me faut pour être entrepreneur aujourd'hui, tu vois. Il y en a qui sont entrepreneurs dès la sortie des études, Ouais. voire même pendant encore les études. Moi, j'avoue que j'ai voulu faire une expérience salariale avant de 4-5 ans. Quoique je dis ça, mais en vrai, dans ma tête, j'étais même pas parti pour être entrepreneur à la fin de ma dernière expérience salariale. J'étais pas encore dans cette idée-là. C'est vraiment, ça m'a popé un peu comme ça, comme si, bah, en fait, oui, c'est logique, fais-le, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tout à l'heure, j'ai envoyé un message à une cliente que j'ai eue en formation, qui est salariée. Et je lui ai dit, écoute, ton patron m'a dit que tu es en congé. Du coup, je voulais juste savoir quand est-ce que tu reviens de congé pour qu'on puisse parler un peu de la suite. Parce que du coup, j'aimerais bien l'accompagner dans ce qu'elle fait comme un consultant externe dans l'entreprise. Que son patron a, entre guillemets, déjà validé parce qu'il est tout. Il me dit, si elle en a besoin, on peut en discuter. Et elle me dit, écoute, ouais, je suis en congé, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, mon patron, il me dit que c'était pas le moment de partir, donc il veut quand même que je bosse. Et tu vois, là, dans ma tête, je me dis, pff, la pauvre, tu vois, elle est salariée, elle se démène déjà tous les jours pour son taf parce qu'elle fait le boulot de 3 personnes en même temps. Elle se prend des jours de congé qu'elle a légalement le droit de prendre, Ok. mais comme c'est pas le moment pour son patron, il lui a obligé de prendre son ordinateur de travail et elle bosse quand même. Je me dis ça, c'est chaud, tu vois. Ou j'en ai d'autres, par exemple, il y en a un au coworking, il me dit oui, est-ce que je peux venir de telle heure à telle heure parce que je bosse en Irlande, donc du coup j'ai des horaires décalés et je suis en vacances, etc. Je me dis, t'es en vacances et tu bosses? Ah ouais, mais l'entreprise, ils me disent que c'était pas, c'est tout le même truc. Alors, moi, je pense pas que le salariat soit mauvais. Je pense qu'en fait, c'est nous qui sommes mauvais à cadrer notre emploi. Parce que par exemple, moi, aujourd'hui, je suis à la fois salarié, à la fois chef d'entreprise et à la fois indépendant.
triple Ok. casquette. Mais par exemple, dans les emplois CDI que j'ai toujours eu, je posais un peu le truc. Je sais pas, pour qui est le patron, imaginons que t'es le patron. Ok, toi, t'attends quoi de moi? Que je fasse 1 million de chiffre d'affaires, que je fasse ça, ça et ça. Ok. Moi, ce que je te propose, c'est que je le fasse, mais que du coup, tu ne viennes pas me chercher sur mon fonctionnement. Laisse-moi un peu comme un artiste gérer, je te ferai des reportings, etc. Et on se tape dans la main et on fait ça. Et en fait, si c'est pas toi qui poses le cadre, c'est les gens qui te cadrent. Et c'est marrant ça, hein. Si c'est pas toi qui mets les règles du jeu, bah tu joues les règles du jeu de l'autre. Et potentiellement, les managers aujourd'hui ont des règles du jeu qui sont extensibles et qui ils peuvent aussi inventer de nouvelles règles à chaque fois, qui les arrangent. Et toi, du coup, t'es un peu piégé là-dedans. Moi, par exemple, je sais qu'on m'a jamais appelé pour faire un truc que je voulais pas faire à un moment donné où j'étais en vacances, par exemple. En même temps, ils ont pas envie de se confronter. Mais il faut avoir une certaine confiance en soi pour faire ça, hein. Moi, Ouais, j'aurais bien pas sûr. pu. Moi, tu sais, bah, tu connais mon ancien patron, Ouais, Nariana, ouais. jamais j'aurais fait ça. Ouais, voilà. Mais voilà. Ça dépend avec qui. Et du coup, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est Ouais. quoi ton rapport au risque? Parce que tu disais tout à l'heure, si tu es un entrepreneur, tu dois prendre des risques. On en parlait quand on parlait de cette histoire entre la relation entre le parent et etc. par rapport à ce système de sécurité. Parce qu'effectivement, être entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque de ne pas gagner d'argent. C'est prendre. Ouais. Tu vois. Alors en fait, ta capacité à générer de l'argent est relativement corrélée à ta capacité à prendre des risques. Maintenant, en fait, les risques pour certains n'en sont plus pour d'autres. Prendre la parole en public, c'est risqué pour certains, par rapport à leur réputation, etc. Et pour d'autres, c'est devenu la banalité. En fait, l'idée, je pense que d'un entrepreneur, c'est d'augmenter son niveau de compétence jusqu'à que ça ressemble plus à un risque. Au début, c'est des risques, après, ça ne l'est plus. Mais je pense que le rapport au risque, c'est de trouver aussi les risques positifs. Tu risques d'exploser. Tu risques de gagner beaucoup d'argent. Tu risques de te faire connaître. Tu risques qu'on t'apprécie. C'est bête, hein? Ah, j'ai pas envie de montrer ma tête à la caméra. Ouais, mais tu risques qu'on t'apprécie aussi. Tu risques que tu sois drôle. Tu risques qu'on se dise, mais en fait, j'aime trop bien cette personne-là. Et en fait, les gens, ils pensent au risque négatif. Risque, ça veut dire un aléa aléatoire qui peut se produire, hein. C'est tout, hein? C'est un aléa qui peut se produire. On sait pas lequel, hein. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été connus, reconnus, parce que eux, ils sont passés dans un truc et paf, ils sont sortis du lot comme ça. Bien sûr. Voilà. Très bien. Non, c'est une bonne manière de voir les choses. Comme moi, je vends un atelier aussi des clics vidéo justement sur les gens qui ont peur de se montrer à la caméra pour communiquer, etc. Moi, je fais un atelier avec une sophrologue pour Ouais. justement débloquer certains freins. C'est vrai que ça peut être un argument assez sympa. On risque de bien se faire voir. Bien sûr. On risque de bien se faire apprécier. On risque de gagner de l'argent. On Voilà. risque d'être opéré par quelqu'un qui était en Paris, qui voulait quelqu'un comme vous et qui vous payait beaucoup. Voilà, Tu vois? exactement. Justement, ça tombe bien parce que je voulais parler du podcast que toi tu co-animes Ouais. avec Cyr et Lookman. Ça s'est passé comment un peu pourquoi tu as voulu te rejoindre au projet? En fait, en 2025, je revenais de Paris. J'ai fait 3 mois là-bas dans le 16e pour une formation sur la finance. Et Lookman me connaissait parce que j'avais le vent en poupe à l'époque sur les réseaux et j'étais beaucoup en costume. Et du coup, il a commencé à arriver en disant ouais, peut-être un truc de. Il pensait au départ un peu des mannequins, des trucs comme ça. Après, il dit ah non, on va discuter un peu sharp vision, sharp mind, etc. Et on va parler de ça. Et au début, c'était moi et Lookman, et d'un coup, on a mis Cyr aussi dans la barquette. Et on s'est dit, tiens, mais on va discuter de trucs entre nous. Et ça a commencé comme ça, tranquillement. Et justement, la première vidéo, c'était que vous. Ouais. Et après, vous avez tout de suite eu des invités. Ouais. Pour l'instant, je crois que vous êtes à peu près à 6 vidéos, un truc comme ça. 6 Ouais, ou après, il y a 7, un peu plus, mais c'est pas encore posté. Ok. Et par contre, vous faites un peu du podcast nomade, on va dire. Vous tournez un peu dans des endroits un peu différents à chaque fois. Vous Ouais, faites c'est ça. installer le matos, etc. Mais par contre, vous faites pas mal de vues sur YouTube. Ça marche plutôt bien. C'est quoi un peu le secret de Sharp Talk? La singularité. C'est-à-dire que on est, selon moi, tous les trois singuliers. Avec un propre style, avec des choses qui sont appréciées, des choses qui sont pas appréciées, des choses qui marquent, des choses qui font dire il est bizarre lui, mais il a un truc, tu vois. Et un peu la vache pourpre que je te disais. Mm. Le fait d'être différent, c'est d'être reconnu finalement. Mm. Moi, je pense que cette singularité qui fait que ça fonctionne. Et je pense que ça part beaucoup de la personnalité. Ouais. Moi, j'ai pas cette personnalité-là, tu vois. Mais après, c'est ça que je suis venu chercher aussi avec vous, etc. Et en fait, je me suis toujours dit, il faut que je côtoie des gens qui vont m'aider à avancer. Bien sûr. Qui vont m'aider à me rendre différent. Parce que moi, je suis le genre de gars en plein milieu de la masse, hein. Pourtant, je fais 110 kilos, 1m83, etc. Mais je suis le mec en plein milieu de la masse. J'ai pas forcément envie d'être sous la lumière, même si là, il y en a une grosse. Mais le truc, c'est que se dire, bah ouais, j'ai quand même envie de réussir dans ma vie. Donc, Mhm. il faut quand même qu'il y a des choses qui se passent.
il faut que j'arrive à ne plus avoir peur d'être mis en avant. D'où l'intérêt de mon podcast, d'où l'intérêt de me dire, allez, j'ose le faire. Et je pense que je suis plutôt bon dans ce que je fais, mais j'ai pas cette personnalité, cette singularité. Et j'en ai discuté un peu avec Lookman, hein, il m'a dit c'est comme ça que ça marche et tout, etc. Mais j'ai du mal à faire développer ça, tu vois. Donc qu'est-ce que tu pourrais me conseiller, toi Eh bien, d'être hyper audacieux. Moi, j'ai toujours été hyper audacieux, faire des trucs où tu te dis, vas-y, ça n'a pas marché, c'est bizarre. Et à force de le faire, en fait, ça fonctionne. Je me rappelle, moi, juste avant de passer cadre, j'avais appelé le mec qui gérait le recrutement. Et j'ai fait salut, il s'appelle comment lui? Louis-François. Je fais salut François, et j'aimerais travailler avec toi pour le poste là. Il me dit envoie ton CV. Je fais oui, mais je sais, mais je t'appelle. Parce que je veux être choisi. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'attends quoi, toi? Bah, fais l'entretien, machin. Je suis non, mais je sais ça. Mais là, tout de suite, je te parle. Tu vois, et en fait, le fait d'être hyper audacieux comme ça te permet de construire ton caractère, l'affirmer, et derrière, à chaque fois que tu vas tester de nouvelles choses, tu vas consolider ce nouveau caractère. Et finalement, tu finis par être un peu un extraterrestre parmi les autres. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup de Eleanor Roosevelt, c'est faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. Et vraiment, à force de faire ça, tu finis par construire une personnalité qui est hors norme. Ok. Et ça, je trouve ça fabuleux. Parmi tous les invités que vous avez eus, même ceux qui sont potentiellement pas encore postés, si Ouais. jamais ça arrive, c'est qui un peu la personnalité qui t'a le plus marqué? Thierry Robert, le gars, il est trop fort. Ouais. Entre ce qu'il projette, entre ce qu'il est et ce qu'il sait faire, il y a trois personnes. C'est vrai. La personne, il arrive vraiment à moduler tout en fonction de ce qu'il a envie de réaliser. Et il est hyper déter. Parce que lui, il est politicien, mais chef d'entreprise aussi. de Ouais, base. mais grave. Mm. Et même quand tu parles hors caméra, en one-to-one, il est trop bien. Mm. C'est des gars qui sont fabuleux. Mm. Mais tous les politiciens, de manière générale. Hein. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, c'est toi qui as introduit la fameuse question qui a fait plein de vues en short, là, le côté t'es un homme politique, t'es celui qui est le plus critiqué, ouais. qu'est-ce que t'en penses et tout. Comment toi, t'as osé dire à quelqu'un, c'est toi le plus critiqué de La Réunion à ce niveau-là, sans avoir peur? Bah, Tu m'as- sans c'est le avoir côté- peur. C'est En le côté fait, audacieux, mais tu vas vraiment à l'audace. Je me rappelle, il y avait le directeur général des caisses d'épargne à l'époque, s'appelait Joël Chazard. Et vraiment, il fallait pas l'approcher. Il avait trop de pouvoir, etc. Et moi, j'avais bu 2 bières. Et j'avais parié avec un camarade. Je lui disais, c'est quoi, je vais aller lui parler. Et il me disait, non, tu vas pas faire ça et tout. Et je suis parti le voir. J'étais tout petit à l'époque. Je fais, hey, bonjour et tout. Et je viens vous voir, mais j'aimerais trop vous m'inspirer. Je vous trouve trop fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre parcours? Et le mec, il a commencé à me parler plus de 30 minutes. Donc, en fait, il faut souvent être audacieux pour avoir des choses qui se passent dans ta vie. Je très pense bien. que derrière chaque peur, il y a un cadeau. Ok, Voilà. super. Je fais un Ouais. un avant-dernier mini-jeu, après on passe à la partie 3 rapidement. Le jeu s'appelle Complète la phrase. Je Ok. vais débuter une phrase comme si c'est toi qui parlais, donc c'est pour ça que je vais utiliser le jeu. Ok, Donc je débute une phrase, tu dois la terminer. ok. Un entrepreneur qui ne vend pas, c'est... Un gros moukat. Non. J'étais sûr que ça allait sortir celle-là. Non, c'est quelqu'un qui va bientôt reprendre le salariat. Ok. Et ça peut être une vraie peur pour certains, du coup. Donc, Ah bah oui. si vous savez pas vendre... ouais. La pire erreur que j'ai faite dans mon parcours professionnel, c'est... C'est d'avoir pas assez osé assez vite. Pourtant, t'as été audacieux jeune. Ouais, mais je pense que je pourrais plus faire plus vite encore. Pourquoi la vitesse, c'est important? Parce qu'elle permet vraiment d'aller au maximum de tes capacités. Et je pense que j'ai pris un lourd moment à aller les chercher. Parce que je voulais rentrer dans le moule et vraiment gravir au même niveau que les autres le font, quoi. Parce que tu vois, moi, je me dis, pourquoi on est toujours derrière le temps? Pourquoi on court toujours après le temps? Pourquoi toujours vouloir aller plus vite? C'est le cadre qui est imposé de manière globale. Hein. On va dire, ben voilà, Marc, tu fais ce métier 3 ans, après tu feras celui-là pendant 3 ans, et puis à un poste comme ça, on reste à peu près 5 ans dessus. C'est toujours comme ça que les DRH nous présentent les choses. Hein. Ok. Ma plus grosse claque dans le business, c'est... Ou a été? Ah, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de ce qu'on fait. Et vraiment. Des fois, on croit qu'on a un truc génial, et ils s'en foutent. Moi, combien de fois je suis parti voir des gens et avec toutes les super bonnes intentions. Je me rappellerai toujours, je suis parti voir à quelqu'un, on m'a pris un rendez-vous à 20h30 un vendredi soir. C'était pour placer 30 000 euros quand j'étais agent général dans la finance. Et moi, je me disais 20h30 un vendredi soir, chez lui,
à 15 km de chez moi, la personne n'a pas signé. Ah, je vais réfléchir. J'allais dire, comment tu réfléchis pas? Enfin, non, je dis, il n'y a pas de réfléchir, quoi. Mais voilà, en fait, les gens s'en fichent de ce que tu fais. Ils cherchent juste à savoir quelle est la valeur que tu les apportes profondément. Si je devais redémarrer de zéro, Je choisirais des études différentes. T'as fait quoi comme étude? Et j'ai fait de la finance. Et moi, je pense que si j'aurais fait du droit, j'aurais fait quelque chose d'assez sympa aussi. Oui, parce que toi, tu voulais être avocat. Ouais, avocat. Alors moi, j'aurais bien aimé être lobbyiste. C'est quoi ça? C'est ceux qui mettent de la pression au groupe. C'est-à-dire? Par exemple, je suis lobbyiste, j'appelle Total, je fais non, non, mais votre station d'épuration, c'est pas possible ça. Parce que, en fait, je représente des entreprises ou des groupes et je mets la pression à des politiciens ou à des entreprises. Je me vois bien faire ça. Le conflit, ça te fait peur, toi, ou pas? Mais j'adore ça. Justement, le lobby, c'est que dans le conflit. Et aujourd'hui, comment tu gères les conflits avec des partenaires, des clients, des prestataires Je suis hyper bourrin dans le conflit, mais de manière très bienveillante. Parce que tu vois, moi, j'ai peur du conflit, j'aime pas ça. Ah ben, moi, j'adore. Et est-ce que c'est un frein? Du coup, ça peut être un frein pour moi, ça, de Ouais. penser comme ça? ouais, parce qu'en fait, la négociation, c'est un conflit. De base. Hein. La vente, c'est un conflit. Hein. Ouais. Je veux vendre un truc, tu veux pas l'acheter. Non, mais c'est comme là, tu vois, l'histoire de Tu vois CFE que je t'expliquais Ouais. là. Mais il y en a un, je lui ai dit ça, il me dit, bah, appelle la tantine. Ouais. Ouais, mais si je l'appelle, on va encore se prendre la tête. Tu Ah vois, bah, c'est j'aime un pas. conflit. Et j'aime pas ça. Ah bah, c'est comme dans un couple. Hein. Si t'as peur du conflit, c'est compliqué. Hein. Pareil, bah, du coup, il faut réussir à épouser le conflit et trouver qu'est-ce qu'il y a de positif dedans. Et ce qu'il y a de positif dedans, bah, c'est de moins de charge mentale. Déjà, moi, j'ai horreur de la frustration. Et de deux, bah, ça te permet d'avancer. Et est-ce que être dans le conflit, c'est être méchant? Pas forcément. Non. Un conflit, c'est juste une opposition. Hein. Il faut gérer l'opposition. Très bien. D'où l'intérêt que tu aimais bien être dans la politique. Oui, carrément. La performance commerciale, pour moi, ça commence par... Par savoir se vendre. Très bien. Le problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est... Qui ne savent pas vendre. Ça, Ok. ouais. J'avais une autre question qui m'a popé quand tu as dit savoir se vendre. Ouais. T'en penses quoi, toi, de cet exercice de tiens, je te donne un stylo, vends-le-moi? Oui, déjà, personne achète un stylo. Je connais même pas de vendeur de stylo déjà. Non, mais déjà, t'as déjà vu un vendeur de stylo, toi? Non, il y en a pas. Moi, je connais un gars qui s'appelle Cyr qui Ouais. adore aller voir des vendeurs de stylos. Mais en fait, généralement, quand tu vas acheter un stylo Montblanc, c'est que tu as déjà une idée de ce que tu veux. Ouais. Et le gars, il va juste souligner pourquoi tu es venu, etc. Comme quand tu vas chez BMW ou chez Audi, tu sais déjà que tu veux un de ces modèles. Et lui, il va souligner ce que tu voulais déjà. Non. Pour moi, la vente, c'est des questions, c'est de l'observation, c'est de la connexion émotionnelle. C'est de comprendre les besoins profonds de la personne et ensuite de les faire émerger sous forme de produit. Avec ça, une solution. On peut pas vendre un produit comme ça. Très bien. Parce que vendre un stylo, c'est moi qui parle. Alors que c'est le client qui doit parler. Ouais, c'est souvent un défaut qu'on a, hein, c'est qu'on veut trop parler. En fait, non, c'est pas à nous de parler, c'est au client. Bah oui, si tu me dis c'est mon prospect. vends un stylo, je vais dire pourquoi t'achèteras un stylo aujourd'hui? Pourquoi t'en as besoin? Voilà. Ok, très bien. Je fais une petite entracte. Alors, elle va peut-être pas marcher. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai pour l'habitude de toujours poser des questions. Ouais. Mais depuis quelques temps, je demande à l'invité de lui me poser des questions à moi. Ok. Mais par contre, dans mon expertise. Ouais. Parce qu'il faut bien que j'utilise un peu mon podcast pour montrer mon expertise. Ok. Ce fameux MVP que tu connais, hein, c'est mon Ouais. accompagnement. Et tu dis qu'il faut que j'arrive à tout transvaser vers mon MVP. Ouais. Je suis en train de le faire. Du coup, est-ce que toi, maintenant que tu connais un peu plus, même si tu connais peut-être pas tous les cas, tous les détails, mais est-ce que tu as des questions à me poser qui pourraient, toi, t'aider dans ton activité aujourd'hui? En tout cas, qui pourraient peut-être élucider certaines questions. Qu'est-ce qui pourrait m'aider moi dans mon activité? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a peur de communiquer? Alors, si on prend une entreprise, pour toi, une entreprise avec des salariés, etc., Tout type quoi, vraiment, d'entreprise. on va dire des entreprises qui ont même des salariés. Ouais. Pourquoi ils ont peur de communiquer? Parce qu'ils ont peur de se mouiller, quoi. Ils ont Ouais. peur parce qu'ils savent très bien que les réseaux sociaux, c'est un monde un peu de requins, c'est un monde de pirates, c'est un monde que si tu fais un petit peu de travers, c'est fini, où les choses vont très très vite. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont plus peur d'être critiqués que d'être visibles sur le marché. C'est ça, non, mais c'est ça. Ils ont peur justement de faire le mauvais choix et de devoir l'assumer derrière, et c'est compliqué. Surtout que quand tu te mets sur Internet aussi, tu es exposé à tout ce qui est avis, comme tu dis, les critiques, etc. Il faut savoir les assumer. Ouais, bizarrement, ils ont peur de ça. Est-ce que le budget marketing, c'est tout? Il faut toujours avoir un gros budget. Je reprends un peu de toi-même ce que tu me disais souvent, qu'une entreprise a plusieurs phases de vie. Tu as la phase de lancement, où tout décolle, tu as des nouveaux clients, ton chiffre d'affaires, il fait qu'augmenter, etc. Dans cette phase-là, il faut savoir mettre du budget. Parce que du coup, tu profites de tes ventes. En général, je conseille à peu près 10% du chiffre d'affaires que tu génères, tu le mets en publicité, ou en tout cas, tu le mets en communication.
Ce budget-là, tu vas peut-être un peu le diminuer quand tu arrives dans cette phase un peu de stagnation où c'est bon, tu as trouvé tous les clients qu'il te faut. Maintenant, tu es plus en phase de fidélisation. Du coup, ça va coûter toujours beaucoup moins cher. Mais par contre, je conseille toujours de communiquer, en tout cas de mettre de la publicité, même dans cette phase-là, pour le côté garder une certaine notoriété, garder une présence en ligne. Ok. Parce que si on n'a plus de présence en ligne, le fait de redémarrer après, c'est très très compliqué. C'est comme si on redémarrait de zéro, ça sert à rien. Et le temps que les gens s'habituent. Voilà, donc on passe de peut-être à aller de 10% du CA à peut-être 5 voire 3% du CA juste pour le côté notoriété. Et après, peut-être booster 2-3 trucs si jamais il y a des petites promos, etc., pour faire booster un peu le truc, surtout au niveau des fêtes ou des choses comme ça. Profiter du calendrier au niveau des événements. Et puis après, il y a cette phase aussi, forcément, il faut bien redévelopper au bout d'un moment. C'est bien de stagner, mais on a peut-être envie de faire plus, on a plus une vision un peu plus précise sur le long terme. Il nous faut des nouvelles personnes, il faut assumer la masse salariale. Du coup, comme je le dis souvent, pour savoir gagner de l'argent, il faut savoir dépenser. Et du coup, remettre un petit coup de collier là-dessus pour refaire remonter un petit peu la courbe. Toujours intéressant. Mais en général, on reste autour des 10% du CA à générer. C'est pour ça que généralement, les premiers clients qui démarrent, qui ont du mal à se lancer dans la pub, je leur dis voilà, fais 2-3 petites ventes. On va faire la dernière partie qui va être assez rapide. Du coup, merci pour les petites questions. Du coup, je vais poser une seule question très simple. C'est quoi un peu le futur de Guillaume Savigny? En fait, aujourd'hui, j'ai des nouvelles variables qui font que j'ai changé en fait en cours de route sur les 3 derniers mois ce que j'allais faire. Du coup, j'ai pas. C'est bizarre de dire que j'ai pas de vision. Je sais où je veux avancer, mais je sais pas encore où je vais atterrir. Et donc, je peux pas trop en parler, mais j'ai une variable d'ajustement qui se construit, qui fait que je ne sais pas. Par contre, je sais qu'est-ce qui va s'intensifier. Ce qui va s'intensifier, c'est mon travail avec Silence. On est en train de lancer une nouvelle offre qui, elle, est sur l'impact des entrepreneurs. Donc, le fait de me lancer sur cette nouvelle offre-là va me permettre de mettre un peu plus en avant, d'utiliser encore plus d'expertise. De deux, avec le cabinet Valoris, on est en train d'accompagner les entreprises qui sont de plus en plus grosses, donc de faire évoluer les process, d'aller plus loin également dans le coaching du dirigeant. Et j'ai un nouveau poste également, qui me permet également de surfer en plusieurs activités et d'apprendre énormément de choses avec le cabinet EPSA, où je suis ingénieur d'affaires, où je vends des prestations pour les grands comptes sur des offres très particulières. Et donc, en fonction aussi de la réussite que j'aurai ou pas dans ce métier, ça va conditionner tout mon écosystème qui est lié à la vente. Très bien. Est-ce que du coup, tu es toujours ouvert à des nouvelles opportunités ou là, tu t'arrêtes un petit peu là, à ce niveau-là, pour développer des petites choses qui sont déjà en place? Alors, je suis toujours très ouvert à toutes les opportunités parce que je pense que la vie fluctue tout le temps. Les opportunités, parfois se trouvent, parfois ne se trouvent plus, parfois elles sont uniques. Donc, je suis hyper ouvert. Si je vois qu'il y a quelque chose qui est plus intéressant que ce que j'ai ou qui a plus de valeur ajoutée, je n'hésiterai pas à modifier, à échanger, à itérer. Très bien. Mais écoute, merci encore une fois pour l'effort que tu fais parce que je sais que tu étais en difficulté par rapport à ta gorge. Donc merci beaucoup. J'espère que ça n'a pas dérangé au niveau de l'écoute, mais normalement c'était très très bien. Je ne vais pas te déranger plus que ça. Okay. Je zappe un peu la dernière partie. Mais du coup, écoute, merci déjà, on a pas mal d'informations. La toute dernière question que je te pose, c'est tout simplement si tu as un mantra, une phrase que tu aimerais que les gens retiennent de toi, ça serait quoi? Un mantra? Ah, moi, c'est une citation de Winston Churchill, c'est quand vous traversez l'enfer, ne vous arrêtez pas. Parfois, on fait des choses, c'est super dur, donc c'est on traverse l'enfer. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à persévérer jusqu'à en sortir. Et là, en fait, on récoltera tous les fruits qu'on a acquéris le long du chemin. Très bien. Je te remercie. Du coup, je mettrai tout ce qu'il faut en description pour qu'on puisse te contacter. Et je vous invite vraiment à le faire parce que du coup, pour la performance commerciale, etc., pour l'éloquence et tout, il sait faire. Et vous allez être en de bonnes mains, tout simplement. Donc, je vais conclure l'émission tout en recommençant à remercier Trapez Studio. Merci à toi, Lucas, qui est juste derrière la caméra. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs du lieu, toi? Ouais, trop bien. Trop bien. Il y a de la clim. Ouais. Il n'y avait pas au début, hein, donc c'était un ajout. Ah, bah là, s'il n'y avait pas, c'est compliqué. Je remercie de nouvelle fois Digiformat d'avoir sponsorisé l'émission. Je vous ramène au tout début de l'émission si vous voulez voir le petit spot de 30 secondes. Mais je vous mets un petit QR code à l'image si vous souhaitez les contacter, si vous êtes un organisme de formation ou formateur indépendant. Merci encore pour cette écoute et je lance le clap de fin.